Bien, bonsoir à tous et bienvenue à cette tribune critique dans le cadre de la plateforme de la création architecturale. Merci pour votre fidélité et puis c'est un vrai plaisir de vous retrouver, j'allais dire là, parce que la dernière fois on était un peu seul autour de cette table. Donc c'est bien de voir des gens qui vont se manifester. N'hésitez pas à protester, à intervenir s'il le fallait. Non pas à nous interrompre, mais vous pouvez nous interpeller. Hein. Ce soir, nous allons parler on a un menu toujours très riche, vous le savez. On va parler de la disparition de l'architecte Franck Amouten, de la 17e Biennale d'architecture à Venise, de la bourse de commerce, la Fondation Pinault, de la mutation de l'îlot de la Samaritaine, de la contemporaine, de cet équipement réalisé par Bruno Godin, et puis de la Fondation Louma. Mais pour commencer, je voudrais que nous parlions un peu de de cette installation de Christo et Jeanne-Claude à l'Arc de Triomphe, qui, après le Pont Neuf à Paris en 85 et le Reichstag à Berlin en 95, vous vous en souvenez, l'Arc de Triomphe wrapped, comme on dit, emballé de toile argentée et tenu par des cordes rouges. C'est un projet qui aura mis 60 ans à voir le jour, une architecture éphémère, 16 jours seulement, établit une autre relation au patrimoine. C'est pour ça que je voudrais que nous en parlions. Un projet autofinancé, je le rappelle, qui n'a rien coûté aux contribuables parisiens. Donc, Philippe. On peut retirer son masque quand on parle, c'est oui. ça alors, moi, je vais faire très court. Je pense que comme pas mal de gens, au départ, j'étais extrêmement dubitatif. C'est-à-dire, je me suis dit à quoi ça sert. On a déjà vu le Pont Neuf, on a vu ça au Reichstag. On nous ressort, on veut absolument refaire un truc qu'on a déjà vu. Bon, finalement, j'y suis allé et comme tout le monde aussi, j'ai constaté que c'était un succès populaire évident. Et là, on peut se dire que peut-être, c'est vrai que c'est une façon de faire passer l'art contemporain dans le grand public d'une façon assez réussie. Il est vrai aussi que j'ai trouvé que le tissu est magnifique, la logistique est quand même extraordinaire. Il y a tout comme ça un côté à la fois exploit technique, extraordinaire de précision aussi, d'ingénierie. Ça, c'est quand même extraordinaire d'y réfléchir. Donc, je trouve que vraiment, ça me paraît être un succès formidable. En même temps, je ne peux pas m'empêcher de penser que peut-être quand même, on est tous un peu victimes d'un effet Fashion Week, qu'il y a quelque chose quand même un peu de l'emballage et que c'est peut-être là une espèce de facilité qui va aussi avec quelque chose que je trouve très imprégnant dans la société, vous l'avez tous constaté comme moi, qui est l'explosion du tatouage, et qu'il y a quelque chose de la surface que je trouve que c'est une question. Parce que, imaginons que cette chose n'ait pas été éphémère. J'imagine que ça aurait été un sacré ramdam. Donc là, évidemment, le fait qu'on puisse le mettre et qu'on puisse le virer, c'est un peu le principe justement de l'événementiel. Est-ce que c'est vraiment... Est-ce que l'art contemporain aujourd'hui, c'est l'événementiel? Voilà. Je trouve que ça pose quand même une question. Sophie. Oui, alors un autre rapport au patrimoine et aussi surtout un autre rapport à la ville, puisque la place de l'Étoile était condamnée aux accès voitures et donc elle était entièrement piétonne. Donc ça déjà, c'était vraiment intéressant de découvrir. Un jour seulement, hein, oui, le week-end, ouais. Oui. Voilà, le week-end, mais c'était quand même une expérience incroyable et c'était une autre perception de Paris. Ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'effectivement, une œuvre aussi gigantesque qui a coûté 14 millions de francs, c'est aussi, ça soulève la question d'euros. Ça soulève. C'est vrai que le projet, il a été dessiné dans les années 60. Oui. Je comprends que tu parles. Oui, ça fait 27 ans en fait qu'il souhaitait réaliser l'empaquetage de l'Arc de Triomphe. Et donc c'est aussi symbolique de, même si c'est un projet ancien, aussi d'une transformation aussi dans l'art contemporain, où cette question de l'économie, de l'argent, elle prend vraiment une importance énorme. Donc c'est un projet artistique et dans le projet artistique, il y a aussi tout le versant économique. Et donc là, ça nécessitait qu'il puisse y avoir des maquettes et des dessins des cristaux qui soient vendus pour pouvoir financer une œuvre. Donc voilà, quand on voit aussi par exemple des œuvres comme Damien Hirst ou
Jeff Koons, il y a vraiment ce côté économique qui est extrêmement prégnant. Oui, enfin beaucoup moins populaire en l'occurrence, si on reprend le mot, parce que les deux artistes dont tu viens parler, on est plutôt dans une sphère un peu plus fermée. Hein. Je ne parle pas de la cote des artistes, mais la puissance esthétique elle est quand même indéniable, non? Moi, j'y suis allée au moins au bout d'une semaine ou 10 jours après avoir vu beaucoup de photos et d'enthousiasme sur Internet, et je savais vraiment pas ce que j'allais en penser. J'étais prête à être émerveillée, mais en même temps, j'étais quand même un peu sceptique, etc. Et moi, j'étais là un jour de semaine, donc il y avait les voitures, le ciel était gris, et ce qui m'a vraiment frappée, ce que j'ai trouvé extraordinaire, enfin fou en fait, c'est que c'est la déréalisation du bâtiment, mais même du réel, quoi. J'avais l'impression d'être devant un dessin. J'avais l'impression d'être dans un dessin de Christo. Et c'était, du coup, pour moi, c'était comme, je sais pas, c'est une brèche qui était ouverte dans le réel. Il y avait quelque chose de merveilleux. Et on passait vraiment dans une autre dimension. Donc, art contemporain, pas art contemporain, je sais pas, mais il se passait vraiment quelque chose qui était à la fois esthétique, mais qui avait une puissance comme ça d'arrachement réel que je trouvais assez folle et extrêmement réjouissante. J'ai pas eu le temps de rester très très longtemps, mais ça m'a donné quand même, ça m'a aussi fait penser justement à cette espèce de communion qui a lieu là sur les réseaux sociaux et cet enthousiasme partagé. Et il y a quelque chose de l'ordre de la magie, du merveilleux qui est rentré, je trouve, par ça, et qui est particulièrement beau parce que ça, en fait, ça s'accompagne d'un effacement de la symbolique guerrière, de la symbolique. Un arc de triomphe, c'est quand même Napoléon, c'est la commémoration des victoires, c'est un monument, voilà, guerrier, ou en tout cas à la patriote, etc. Et on a d'ailleurs vu au moment des Gilets jaunes à quel point ça peut susciter de passions hostiles, tristes, etc. Oui, voilà, et destructives, mais surtout, c'était surtout le retour de bâton, parce que le 3 tags sur un bâtiment, quand même, ce que ça avait produit médiatiquement et d'insurrection morale, c'était quand même assez frappant. Enfin, ça avait beaucoup divisé. Voilà, c'était un bâtiment qui est capable de diviser et qui, là, produisait autour par une forme de magie, une communion qui est quand même assez rare ces jours-ci. Et voilà. Richard. Oui, eh bien, je vais répondre peut-être à Philippe, hein, parce que je ne pense pas que ce soit une question de tatouage. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai gardé mon masque. Tu vois. Ah. Non, je le garde spécialement pour ça. Tu as un textile. Oui, tu as un textile. Ah, d'accord. Je garde mon masque parce que ce qui se passe là, c'est pas le bâtiment, il n'est pas tatoué, hein, il est au contraire enveloppé, comme tu l'as dit, il est empaqueté. Et ça me rappelle effectivement tout le discours de Barthes dans les années 60, quand il parlait dans l'Empire des signes, hein, de l'art du cadeau japonais, hein, où tout est effectivement dans l'emballage, plus que dans le cadeau. Hein, parce qu'effectivement, la séduction, eh bien, c'est se cacher. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est tous masqués et on comprend très très bien pourquoi justement, peut-être, on comprend peut-être mieux, voilà, hein, pourquoi l'islam, les femmes sont voilées. Voilà, parce qu'il est vraiment, il y a dans le masque, hein, dans le voilement, hein, quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la séduction. Et c'est ce qu'on ressent, enfin, en tout cas moi c'est ce que je ressens en voyant ça. Mais pas seulement, parce que ce qui m'intéresse aussi c'est, quelque part, tu parlais de magie, c'est le tour de passe-passe, si tu veux. Alors ça, c'est de l'architecture. Bon, d'accord, il y a de la sculpture, mais en l'enveloppant, eh bien, il y a toute une transformation qui se passe, puisque quelque part, l'épanelage, c'est-à-dire le jeu des masses, il reste identique, pratiquement, et par contre, tout ce qui est de l'ordre de la modénature, ça disparaît. Et à la place, qu'est-ce qu'il y a? Bien, hein. Il y a le... Ah oui, mais dis parler fort, dis tenir mon micro. C'est ça, arrêtez. Il faut remettre le masque, il faut le mettre, il faut parler fort, il faut parler doucement, il faut mettre le micro loin. Après, oui, c'est ça, mais arrêtez le... Je sais bien que c'est à la mode, comment on appelle ça, les doubles commandements ou l'oxymore, etc. Mais non, quoi, voilà. Donc, bon, alors je sais plus où j'en étais, hein, mais voilà. Donc, oui, c'est ça. Donc, à la modénature, eh bien, se substitue le plissement, hein, le pli, hein, le drapé, voilà. Et quelque part, voilà. Et ça permet de créer un pont entre architecture et sculpture, c'est-à-dire que finalement, ça devient donc un bâtiment, enfin, on préserve, hein, l'organisation, la composition architecturale, mais après,
à la place de la modénature classique, eh bien, il y a tout ce travail donc, sur le drapé donc, de la sculpture antique. Et ça interroge. Et ça a interrogé énormément d'architectes, notamment le Bernin, qui était à la fois sculpteur et architecte, où on retrouve effectivement dans ces bâtiments cette volonté de retrouver le drapé de la sculpture. Très bien. En tout cas, je vois que c'était bien de le mettre au sujet. Hein, Oui, que finalement, bien, on va changer de sujet avec quelque chose de beaucoup moins joyeux. C'est la disparition de Franck Amouten le 14 septembre dernier, à l'âge de 67 ans. Il était repéré par l'IFA à l'époque dans l'exposition 40 architectes de moins de 40 ans. C'est un homme peu bavard, mais très précis dans ses réponses. Son premier projet construit, le siège d'Atia à Paris, lui avait valu le prix de la première œuvre. Et puis on a vu ensuite l'église Notre-Dame de la Pentecôte à la Défense en 2001, au-dessus des voies rapides. Il se fait décerner le prix de l'équerre d'argent en 2006 pour l'extension de l'hôtel de ville de Marseille, un projet souterrain qui laisse toute la place à l'espace public. L'immeuble de bureau 32 rue Blanche, construit plus récent, était la restructuration d'un ancien entrepôt des Galeries Lafayette en 1913 qui était devenu méconnaissable après une première transformation dans les années 60. Et il avait révélé la structure. C'est ça qui était intéressant, c'est qu'il était revenu finalement à l'essence de ce bâtiment. Et l'on n'oublie pas qu'il avait été l'architecte de la Fémis au Palais de Tokyo, dont on peut voir encore les traces quand on descend dans les profondeurs. Richard. Je préférais pas parler le premier, mais c'est vrai qu'Amouten, je ne l'ai pas très bien connu. Mais par contre, j'ai connu un de ces bâtiments. Pour moi, ça a été une totale révélation. Alors, il n'est pas très connu parce que je l'ai cherché après sur Internet, tout ça, je ne l'ai pas trouvé. C'est la bibliothèque Gutenberg. Donc, je crois qu'il a fait ça en 86, si je me trompe, enfin, dans les années 80. Et vraiment, j'étais allé voir ce bâtiment. Et ça m'avait vraiment stupéfait parce que c'était un bâtiment qui était en cœur d'îlot. C'était bien avant, quelque part, que Frédéric Borel fasse l'école maternelle là, qui est en cœur d'îlot dans le 10e arrondissement. Et c'était un monolithe noir jeté comme ça donc, dans la grande cour de cet îlot, la grande cour arborée de cet îlot, avec surtout, c'était donc un monolithe noir, et puis il était entouré par une lame d'acier, par un habillage d'acier. Et je trouvais que pour moi, ça m'a complètement frappé parce que vraiment, c'était ce que je voulais faire à l'époque. Voilà. Et j'ai vraiment eu une révélation en regardant ça. Et c'est vrai que ça a beaucoup, quand je produisais, quand je faisais des concours, quand je construisais, ça m'a vraiment marqué ce projet. Voilà. Après, je l'ai croisé comme ça. Bon, j'ai jamais trop parlé avec lui. Et par contre, je l'ai retrouvé donc il y a quelques années dans le club Blanche, dans le Blanche, pardon, hein, notamment pour cette piscine qui est complètement démente, hein, puisqu'elle est en sous-sol, et puis là aussi, voilà, il y a cette une piscine qui est en face du bâtiment dont je parle, du 32. Hein. Mais pour moi, ça n'a rien à voir, parce que c'est vraiment cette piscine, c'est un chef-d'œuvre absolu, hein, parce qu'effectivement, elle est très peu éclairée, en béton, et on rentre dedans. Ça aussi, tu vas pas nous dire que c'est un zoomtorien quand même. Non, c'est peut-être. Oui, non, mais c'est pas zoomtorien. Mais c'est un truc, justement. Pour moi, c'était vraiment un vocabulaire qui correspondait tout à fait à ce projet fabuleux que j'avais vu donc, dans les années 80. Voilà, une piscine avec une eau noire, hein, et puis cette lumière comme ça, hein, qui tombe en cascade donc, à la fin du bassin, avec ce bruit d'eau totalement soutenu, les vapeurs, et puis surtout le détail dont tu as parlé, c'est-à-dire les colonnes en acier inox, comme ça, qui tiennent tout le bâtiment par-dessus, et qui sont dessinées comme des tuyaux d'or. Voilà, c'est cette dimension-là, très précieuse, très design de l'architecture. Voilà, et puis aussi, c'est vrai qu'après, j'ai beaucoup réfléchi sur l'objet. Bon, je n'en parle pas dans mon livre, je ne parle pas de lui, mais c'est vrai que c'est venu de ça, sans doute, voyez. Cette révélation, hein, qu'on peut concevoir des bâtiments comme des objets de design. Isabelle.
Moi, je connais pas très très bien, même plutôt très mal, son travail, mais je dois dire que, j'ai été très frappée par son église à la Défense, l'église Notre-Dame de Pentecôte. Voilà. Et par ailleurs, voilà. Alors, ce bâtiment. Alors, j'étais aussi très intéressée d'apprendre que cet architecte était également musicien. Il participait au groupe de musique électroacoustique de Pierre Schaeffer. Il a voulu faire du cinéma aussi, il voulait faire les l'IDEC, je crois, à une époque. Et tout ça n'est pas étranger à ce qu'on perçoit, par exemple, de ce bâtiment, mais qu'on peut aussi percevoir c'est lui aussi qui a fait le musée de la musique à l'intérieur de la Cité de la musique de Port-Zampar. L'un comme l'autre, ça donne l'impression, c'est un architecte qui compose avec la matière de manière extrêmement précise, subtile, avec et qui crée. C'est un créateur d'atmosphère. Ce bâtiment, il a une aura, mais extraordinaire. Quand on arrive, il est complètement caché. Il est entre le CNIT et cette nouvelle tour Trinity, comme ça. Et quand on arrive, il est au fond. Voilà, il faut vraiment se balader jusqu'au bout, comme ça, pour tomber dessus. Et là, tout d'un coup, c'est une apparition. C'est quelque chose de complètement... Il y a une sorte de souveraineté dans le geste, d'indifférence superbe à tout ce qui l'entoure, et en même temps, de prise en compte de l'environnement. Et c'est en ça que je veux dire qu'il compose, parce qu'il compose avec son environnement, comme dans le musée de la musique, il a pu composer avec l'architecture de Port-Zampar. Et beaucoup avaient refusé avant lui de se prêter à cet exercice, de s'insérer dans l'architecture du grand architecte Christian de Port-Zampar. Et donc il y a beaucoup de finesse, il y a beaucoup de précision, et puis il y a quelque chose de très de fier et de généreux à la fois, et de très, c'est sidérant. Moi, j'adore cette église. Je suis pas rentrée dedans, mais et j'adore ce qu'elle dégage, quoi. Il y a une aura, vraiment. Alors Philippe, toi en plus, tu avais écrit dans le portrait dans les 40 de moins de 40. Donc Oui, à l'époque, c'était un architecte qui émergeait. Il fait partie de ces gens que l'IFA ait voulu. En fait, j'ai même écrit les 80, parce qu'il y a eu. C'est bien pour ça que il y a eu 2 tomes. Hein. Et en fait, c'est très intéressant. J'ai plus parlé finalement de l'homme que de l'œuvre dont vous parlez bien, mais. Je pense que sur les 80 portraits que j'avais faits, je pense pas tellement être passé à côté de. Je pense que j'avais même plutôt assez bien senti chaque personne, etc. Mais peut-être pas à Moutaine, justement. Et c'est intriguant, parce que d'abord, le texte que j'avais écrit l'avait un peu choqué, je comprends. Je crois que je disais que dedans, en gros, que ça sentait son meilleur ouvrier de France. Et même à un moment, je crois que je le comparais un peu à un épicier avec ça. Oui, tu avais parlé d'une blouse. Oui, je le voyais bien en blouse, etc. Ouais. Mais il faut dire aussi que c'est quelqu'un qui cachait extraordinairement son identité. D'ailleurs, j'ai appris, comme peut-être vous tous, enfin je ne sais pas, dans l'article d'Edelman publié dans Le Monde, je ne savais pas que son père avait été assassiné par l'OAS. Ça, j'ignorais. Donc il avait perdu son père extrêmement jeune, et donc probablement il y avait chez Amouten une fêlure qui dissimulait. Et il la dissimulait à la fois derrière une espèce de timidité, mais en même temps une espèce d'arrogance aussi. Il y avait quelque chose un peu de la morgue chez lui. On ne savait jamais trop s'il n'osait pas parler, ou s'il se désintéressait un peu de ce que vous pouviez penser de lui, quoi. Et donc c'était un personnage complexe. Je le voyais je le croisais parce qu'il était juste à côté de chez moi, rue des Lyonnais. Et je dois dire que quand il a fait l'immeuble Blanche, j'avais été très surpris par ce que vous avez dit, mais aussi par justement cette sculpture absolument extraordinaire qui fait d'ailleurs penser à Ottoniel, enfin, et qui lui ressemblait pas a priori, parce que évidemment quand ensuite on sait la musique électroacoustique, on sait tout ça, on comprend mieux peut-être ce type de création, mais c'était quand même quelqu'un d'extraordinairement secret. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que à l'occasion,
j'ai regardé à nouveau ces fameux 2 ouvrages-là, où c'est vrai que quand même l'IFA avait eu du nez, parce qu'ils avaient quand même repéré pas mal de gens qui sont restés. J'ai essayé d'ailleurs de regarder un peu ceux qui avaient disparu. Certains ont même franchement disparu, qui sont morts. Cornette, Saunier, Ripaud, Amouten, je crois que c'est le 4e des 40, moins de 40 ans qui disparaît. Et donc c'est un peu morbide de parler de choses comme ça. Mais c'est vrai que c'était un personnage qui semblait fragile, qui ne l'était peut-être pas, justement, mais qui donnait ce sentiment d'extrême fragilité, comme on peut le voir dans cette sculpture, qui pourtant révèle autour d'elle une puissance de construction formidable. En tout cas, un homme très secret, hein, qui ne... Et comme je disais tout à l'heure, qui n'était pas bavard, mais qui s'exprimait en effet par des projets extrêmement dessinés, mais extrêmement dessinés. Et ça, c'est important. Oui, c'est pas une œuvre non plus que je connais très très bien. Le bâtiment que je connais, c'est l'extension de la mairie à Marseille, qui avait été récompensée du prix de l'écart d'argent. Et je me souviens qu'à l'époque, ça avait été quand même assez controversé, puisque comme il venait s'enfouir dans le sol, voilà, on ne comprenait pas pourquoi on venait décerner un prix à un projet qui était un projet de la disparition. Donc peut-être que justement, là, on retrouve ce côté effacement ou ce côté extrêmement discret, où pour construire ce bâtiment-là, il est venu faire un travail quand même très fin sur la lumière, mais il est venu disparaître et s'enfouir, s'enterrer dans le sol. Néanmoins, voilà, c'était un projet vraiment très très beau. Oui, mais ce projet de Marseille, il est quand même très très important. En effet, je me souviens de la polémique qu'il avait créée en disant oui, mais finalement, c'est un non-bâtiment. Mais justement, c'est une infrastructure qui volontairement laissait toute la place à l'espace public, puisqu'il y avait cet hôtel du XVIIIe siècle. Là, et puis, pourquoi aller spécialement lui faire une grève contemporaine? Justement, lui, il a renversé la question. Et en ce sens-là, je pense que Dominique Perrault n'aurait plus qu'approuver ce projet, hein. Il me semble. Donc, on va enchaîner avec la Biennale de Venise. Alors, la Biennale de Venise, j'y viens. Donc, How will we will live together? Bonne question, lancée par Askim Sarkis, architecte libanais, Dean of Architecture and Planning au MIT. Donc, le comment vivre ensemble. Déjà en 2010, il faut se souvenir que Sejima avait posé la question People meet in architecture. Donc, déjà, cette question de l'architecture qui rassemble était déjà là. Et puis on pourrait aussi, si je vais vous épargner toute l'historique des biennales, mais cette question est une question très récurrente, justement sur sur ces lieux, sur ces architectures qui rassemblent, qui fédèrent. Même si c'est pas dit comme ça là, dans la biennale, je rappellerai que les 2 Irlandaises de Grafton, donc les anciennes commissaires de la biennale, elles avaient posé la question du free space. Qu'est-ce que c'est que l'espace libre? Voilà. Et donc, il y avait toujours cette notion de quelque chose à reconquérir. Le Lion d'Or a été attribué au pavillon national des Émirats arabes unis sur le thème du wetland, qui est en fait un élément de contexte avec des éléments de sel qui deviennent des éléments constructifs. Voilà, donc on va évidemment parler de ça. Je rappellerai aussi que le pavillon français, conçu par Christophe Hutin et intitulé « Les communautés à l'œuvre », nous a emmenés en différents lieux de la planète, à Detroit, aux USA, dans les townships en Afrique du Sud, au Vietnam, avec la mutation du KTP, un immeuble des années 60 énorme à Hanoï, mais aussi dans un territoire qui lui est particulièrement familier, au Grand Parc de Bordeaux, transformé de main de maître avec la Caton-Vassal et Druot, ou sur un chantier de réhabilitation d'un camp de transit pour harkis à Mérignac. Alors, beaucoup de recherches. On a même vu des abeilles qui, avec cette installation Beehive, une maison fibre et beaucoup de prises de position et autres. On a vu aussi un pavillon allemand radicalement vide, mais il y avait un QR code qui nous emmenait bien ailleurs. Donc ce pavillon en fait de
de l'architecte qui a fait l'installation ici avec Moto dans la plateforme, précisément interroger l'institution de la Biennale sur finalement faut-il encore faire une Biennale? En fait, c'est ça la question qu'il pose. Le pavillon portugais lui posait la question de la lutte contre la démolition, donc quelque chose de très militant. Donc là, se rapprochait beaucoup des positions de la Caton-Vassal de Ruot et de Hutin. Et le pavillon libanais, dans un tout autre genre, lui, proposait une installation très fine d'Ala Wardé avec Paul Virilio, Alain Fleischer. Bref, peu de Français invités, comme d'habitude, je dirais. Lina Gottmé avec le Gardenstone de Beyrouth, l'atelier Rita, Nicolas Lenné, TVK, La Terre est une architecture, un projet qui a commencé ici à la plateforme quand ils ont inauguré avec ce thème qu'ils ont développé à la Biennale tout en couleur. Et puis Patrick Berger, sa cage à oiseaux. Bref, une Biennale qui va nous faire parler, Isabelle. Peut-être d'abord dire que contrairement, tu citais les biennales de Grafton et celle de Sejima, voilà. Là, j'ai l'impression que c'était moins l'idée d'une architecture qui rassemble que d'une obligation qui était faite à l'architecture de reconfigurer un peu les manières de vivre ensemble. Alors c'était chapitré, hein, c'était comment les humains peuvent vivre ensemble, les différentes espèces peuvent vivre ensemble, comment on peut vivre ensemble dans la nature, dans le cosmos, etc. C'était en fait l'idée de prendre en compte la crise écologique, systémique, anthroposophique, mais anthropologique, pardon, je fais un gros lapsus, qu'on vit, et de mettre finalement l'architecture face à ses responsabilités. Ce qui était une belle idée, d'autant qu'elle était suivie d'un parti pris qui a consisté à finalement n'inviter quasiment aucune star de l'architecture. Et de plutôt donner la parole aux jeunes, à des collectifs de chercheurs, etc. Voilà. Après, le résultat était un peu roboratif, très éprouvant, on va dire, pour le visiteur. Énormément de textes, énormément des QR codes partout. Ça, c'était vraiment le motif de cette année, à la fois pour remplacer des expositions qui n'étaient pas faites physiquement, parce que pour certains exposants, c'était compliqué de venir à cause du Covid, etc. C'est quand même une édition qui a attendu 2 ans avant de se faire, évidemment. Mais après, du coup, c'était aussi un mode opératoire pour tous les exposants qui donnaient des informations en plus, comme s'il n'y en avait pas assez déjà dans les données dont on était abreuvé, dans les textes qu'il fallait lire. Il fallait en plus aller chercher. Bon, autant dire que j'ai jamais ouvert un QR code, mais l'idée, c'était quand même d'aller chercher en plus de l'information. Et donc, c'était de l'information pour finalement faire un constat de la triste réalité dans laquelle on vit, donc de fonte des glaces, de disparition des espèces, de bétonnage de la planète, etc. Enfin, malheureusement, on est au courant, mais il n'y avait pas grand-chose qui en sortait de concret. Donc, il y avait quelque chose de très accablant, quoi. C'était à la fois écrasant, complètement anxiogène et pas grand-chose qui sortait de là, sinon de l'idée que un peu les frontières du commun étaient complètement dissoutes dans des individualités. Chacun apportait une petite réponse. Alors, il y avait des choses plus ou moins intéressantes, hein, mais l'expo principale était quand même assez dure, et en même temps, j'ai trouvé ça, moi, un peu intéressant. C'était dur à vivre, à traverser, mais c'était intéressant comme édition de crise, quoi. Je trouvais que c'était vraiment finalement ça qui en ressortait. On était dans le chaos, personne n'avait de réponse, il y avait que des constats désastreux, et le pire étant que finalement on sentait donc chez tous les participants une aspiration à faire une architecture durable, une réconciliation avec le vivant, entre les vivants, etc. Sachant que finalement l'architecture aujourd'hui, sauf quand elle a le pistolet sur la tempe, elle fait quand même tout le contraire. On est bien loin de ça dans la pratique au quotidien. Donc voilà, constat de crise, constat de... Voilà. Après, il y avait des pavillons. Si je pouvais, on peut y revenir après. Voilà. Déjà, sur l'esprit de la Biennale, Richard,
Oui, Biennale de crise, bien sûr, oui, enfin, bien mais, sûr. non, mais, Mais on est tout le temps en crise. Donc, il n'y a pas plus de crise il y a quelques années vas-y, il y a une crise qu'aujourd'hui. sanitaire qui Mais par n'était pas contre, là à non, la par Biennale contre, d'avant, quand même. oui, bien sûr, monsieur, Attends, non, il y a non, non, toujours- on il y a ne peut toujours pas des- dire ça. il y a toujours des crises, il y a toujours des crises. Elles sont économiques, elles sont sanitaires. Il y avait les migrants qui se noyaient en Méditerranée. Tu vois, effectivement, nous, c'est une crise parce qu'elle nous touche, quoi, vous voyez. Mais quand le Ebola touchait l'Afrique, on s'en est pas beaucoup préoccupé. Donc, il y a toujours des crises. Voilà, ça, c'est comme ça. Et puis ensuite, pour la biennale, bon, qu'on pensait, c'est vrai que moi, ce qui m'a le plus, effectivement, comme le dit Isabelle, moi, ce qui m'a quand même le plus gêné, c'est qu'effectivement, il y a très peu d'architecture. Tu vois, dans les titres dont tu as parlé, hein, tu vois, dans le titre de Grafton, il y a le mot espace. Putain, ça concerne les architectes. Reste poli, reste Oui, poli. pardon. Non, Et mais puis, dans la biennale de Sejima, il y a le mot architecture. Là, c'est comment allons-nous vivre ensemble? Mais en quoi? Dans le titre, tu vois, quel est le rapport à l'architecture dans le titre? On peut très bien vivre ensemble sans l'architecture. Voilà, moi, c'est ça qui m'a un petit peu désespéré. Hein, et surtout, c'était dans le pavillon central et le pavillon de l'Arsenal, c'est qu'il y avait des architectes, des gens que je connais. Par exemple, je connais un mec au Brésil, là, il s'appelle, bon, j'ai oublié son nom, c'est un élève de Paulo Mendes da Rocha. Enfin, ça va me revenir tout à l'heure. C'est un mec qui fait des maisons en béton, bon, qui sont assez intéressantes. Et là, pour la Biennale, il a voulu réfléchir, il a voulu faire voir qu'il était un maçon qui avait appris le latin. Mais malheureusement, ce qu'il disait, ça reposait absolument pas sur sa pratique. Donc il a fait un cercle comme ça, très très fin, en disant que ce cercle, eh bien, c'était disons, la surface, la matière de l'humanité par rapport au monde, etc. Un truc vraiment, j'arrivais pas à comprendre pourquoi. Voilà, peut-être il nous a pas montré comment dans ces maisons, voilà, eh bien, on vit ensemble. Pareil pour TVK, bon, on a beaucoup parlé de ce projet où on voit la nature qui est une architecture. Mais excusez-moi, d'abord ça ressemblait à rien, c'était un gros gâteau immangeable. Et puis ensuite, la nature qui devient architecture, n'importe quel imbécile qui va à Monument Valley, il comprend ça, quoi. Parce que là, c'est de la vraie architecture. Hein, c'est rocher comme ça. On comprend très bien le plateau balayé par les vents. On comprend très bien les ruisseaux, pardon, les rios qui sont rentrés, qui ont éclaté les rochers. Et on comprend très bien, après, avec le jeu de tout cela, comment l'architecture est peut-être née d'une manière totalement inhumaine. Voilà. Donc, voilà, tout ça. Et TVK, ils font pas ça, quoi. C'est intéressant ce qu'ils font. Hein. Ils font des grands plateaux. Ils ont fait la place de la République. Moi, j'aurais aimé qu'ils réfléchissent un petit peu sur ce qu'ils avaient fait et qu'ils nous disent, voilà, nous... Et en plus, ils répètent souvent les mêmes choses. C'est souvent des plateaux ouverts à tous les possibles. J'aurais bien aimé qu'ils réfléchissent là-dessus. Voilà. Tout ça, ça m'a totalement exaspéré. Et finalement, voilà, ce qui m'a le plus exaspéré, je trouve, c'est que voilà, c'était un discours, une sorte de métadiscours sur l'architecture. Voilà. Et c'est un discours universitaire sur l'architecture. Moi, par exemple, très souvent, bon, il n'est pas là, bien sûr, mais je m'engueule souvent avec mon rédacteur en chef, parce que lui, il me dit toujours, ah ouais, putain, mais c'est mieux. Bon, excuse-moi. Oui, dis pas putain. Donc, c'est mieux en Suisse et en Allemagne qu'en France. Et moi, je dis, non, en France, c'est très bien, il y a des gens très bien comme nouvelle. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que, voilà, en Europe, on oppose toujours les beaux-arts et puis l'école polytechnique. Mais, putain, pardon, tout ça, c'est fini. Voilà, quand on va à la Biennale, on comprend que ce type d'enseignement, il est mort, quoi. Parce que maintenant, ce qui domine, c'est l'université américaine. Voilà. Elle est effectivement aux États-Unis, en Angleterre, en Australie, vous voyez, dans tous les pays asiatiques. Et là, nous, on est complètement rejetés. Bon, tu disais qu'il n'y avait pas de Français à la Biennale. peu. Il y avait peu de Français, pratiquement pas. Tu vois, et en fait, tu vois, par exemple, on s'énerve, enfin, Macron est super énervé parce que les Américains ont vendu derrière son dos des sous-marins aux Australiens. Mais c'est rien, ça, par rapport, effectivement, au fait qu'on nous confisque totalement notre manière d'enseigner l'architecture. Alors, on nous impose le modèle universitaire américain. Non, ça te fait rire. Tu devrais aller dans les écoles, tu comprendrais ce qui se passe. Philippe, et après on va parler des pavillons. Hein. Oui, donc, si je comprends bien, on a quelqu'un qui était accablé, quelqu'un qui est exaspéré. Je partage vos avis. Hein.
Bien sûr. Bon, la première chose qu'il faut dire quand même, c'est que tous les 2 ans, en gros, la question, chacun en fait ce qu'il veut. On ne peut pas dire que chacun que les pavillons ou que les gens qui exposent répondent à la question. C'est à chaque fois une manière, en gros, on prend la question, puis chacun apporte sa contribution. Bon, voilà, ça c'est la première chose. Donc, la question, à chaque fois, elle est un peu biaisée parce qu'au fond, tout le monde s'en fout de la question. Mais ce qui se passe, c'est qu'on espère à chaque fois qu'on va pouvoir revenir de la Biennale. Moi, j'en reviens, j'y étais hier. Hein. Donc, on se dit, on revient de la Biennale avec une idée, une espèce de panoptique sur le monde. On va comprendre l'état de l'architecture. Quand même, on a bien compris qu'aujourd'hui, on a un état, mais un état de quoi, on peut se le demander. Parce que d'abord, la première des choses, c'est que moi, je l'ai visité avec quelqu'un qui ne connaissait rien en architecture. Autant vous dire que c'était pour elle un cauchemar absolu. Et c'était pas loin d'être un cauchemar pour moi aussi. Parce que franchement, on aurait quand même la possibilité de voir 2 à 3 à 4 choses dans une journée avec les commissaires, peut-être qu'on comprendrait. Mais là, c'est une déferlante, vous l'avez dit, d'absence d'architecture, de propos, de textes. Le mot anthropocène, je l'ai lu je ne sais pas combien de dizaines de fois. C'est absolument écrasant. Et pour revenir sur ce que tu dis à propos de l'université américaine, c'est sans doute vrai, mais ce n'est pas que ça. Il y a un autre problème, c'est qu'on est bouffé par la sociologie. On est bouffé par la sociologie, c'est-à-dire que tout doit être une réflexion sociale, de mouvement, comme s'il n'y avait pas d'auteur, il n'y a plus d'auteur. Donc le résultat, c'est qu'évidemment, il n'y a pas de production. Les seules productions d'auteurs qu'on a, c'est de temps en temps quelque chose qu'on peut assimiler à une installation d'artiste. Et d'ailleurs, j'entends des artistes dire que quand ils voient les installations d'artistes des architectes, ils se marrent, parce que ça, ils l'ont tous fait déjà, et ô combien de fois. Donc non seulement c'est pas de l'architecture, mais c'est du travail d'artiste, mais du travail d'artiste ringard. Donc ça, c'est un autre problème. Mais le problème, c'est que cette sociologie, elle bouffe tout. C'est-à-dire que ça bouffe France Culture, comme vous avez des émissions où on ne parle jamais d'une technique littéraire, mais on ne parle que de la question politique, etc. Ça, c'est typique, mais c'est pareil en architecture. Le pavillon français, en ce sens, est une démonstration exemplaire, et ce n'est pas la première fois. Moi, j'ai trouvé que ce pavillon, non seulement il est assez peu intéressant dans sa forme, je trouve. Il n'est pas beau, il n'est pas... Bon, mais à la limite, s'il y avait un discours derrière qui était formidable. Mais moi, ce discours... paradoxalement, je le trouve presque colonial. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de présenter une œuvre qu'on ferait en France, qu'on défendrait. Alors on va dire, ils sont formidables à Soweto, ils sont formidables à Johannesburg, ils sont formidables au Vietnam. Il y a un côté français allant picorer comme ça chez les orientaux et je sais pas quoi, des hommes. Et moi, je trouve ça tout à fait désagréable, voire vraiment déplaisant. Donc c'est pas le propos de Christophe Hutin quand même. Bien sûr que non. C'est comme ça que tu l'interprètes, mais c'est pas du tout, parce que c'est son travail avec des communautés. Par ailleurs, je pense que Christophe Hutin est quelqu'un de bien, d'après ce que je crois savoir, je le connais pas. Incontestablement. Je crois que ce qu'il a fait à Soweto, c'est bien, mais prendre ça comme ce que doit présenter le pavillon français me semble être une erreur. Et une erreur même, à la limite, presque de la faute politique. Bon, ça, voilà, donc ça, c'est autre chose. Mais alors, par ailleurs, moi aussi, je voudrais dire des choses sur les pavillons, mais j'en parlerai après les autres. Voilà. Rebondir là-dessus, parce que le pavillon français, enfin, il y a beaucoup. Tout ce que je voudrais dire, c'est que ce que Hutin a voulu montrer, c'est quelque chose de très intéressant. C'est ce qu'il fait, lui. C'est-à-dire que pour lui, l'architecture, c'est pas la forme, c'est plutôt la démarche, et c'est faire ensemble, et c'est un geste émancipateur et une démarche collective. Et il est allé dans plein de pays différents. Il a découvert l'architecture comme ça, en fait, en travaillant dans les townships à Soweto, en faisant des maisons pour les gens des townships. Et puis après, il a appris l'architecture en allant après dans une école d'architecture, et il a fait, voilà, c'est une activité militante, c'est une manière de voir l'architecture, mais par ailleurs, enfin, je veux dire, ça n'empêche que je trouve que le pavillon français est pour moi assez désastreux, parce que en fait, quand on y rentre, on comprend, de toute façon, on ne comprend pas de quoi il s'agit. Christophe Hutin, il est allé faire ses films, il a pris une caméra, mais en fait, c'est pas un cinéaste, donc on ne comprend pas ce que c'est. Il y a une forme qui est extrêmement grandiloquente, avec des triptyques où lui-même se réfère au Napoléon d'Abel Gance, quand même.
Et ça, voilà, ça ne ressemble à rien, ça ne dit rien. Il n'y a pas d'architecture dedans. On voit des gens qui sont très heureux. On ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas ce qu'ils font. Et je trouve ça vraiment extrêmement dommage, à la fois pour Hutin, parce que ce que fait Hutin, moi je pense, enfin je suis convaincue que c'est très intéressant et que c'est une action et c'est une voie et c'est une manière d'envisager l'architecture qui est en tout cas complémentaire d'autres et qui est voilà, qui est vraiment passionnante. En fait, quand il en parle, c'est passionnant. Le résultat, il est vraiment très pauvre et je comprends même pas en fait qu'il ait remporté le pavillon français. Je trouve ça vraiment, moi ça m'a désolé ce pavillon. Mais alors je vais pas parler de 48 pavillons, même si je voudrais quand même juste dire en passant que le pavillon israélien et le pavillon japonais m'ont passionné, et même un peu le pavillon suisse. Mais je voudrais quand même parler d'un pavillon qui a eu, je crois, une mention, alors je ne sais plus exactement quoi, le pavillon philippin. Parce qu'en fait, si on le met en regard du pavillon français, il parle exactement de la même chose. C'est faire de l'architecture ensemble. C'est l'architecture faite par la communauté. Et voilà. Alors, on voit l'image ici. C'est une bibliothèque. En fait, donc dans l'espace, on a cette bibliothèque qui a été construite dans un village aux Philippines. Ne me demandez pas exactement où, j'ai complètement oublié. De toute façon, je connais pas les Philippines. Et donc, ils ont reconstruit la bibliothèque qui a été faite par les villageois. Après, il y a un mur sur lequel ils expliquent tout le processus. C'est-à-dire qu'aux Philippines, il y a toute une politique de logements sociaux qui implique les habitants. Et donc, il y a quelque chose où les gens construisent leur propre habitat en commun. Voilà. Donc là, dans ce village-là, des logements ont été construits comme ça. Ça s'est super bien passé. Et du coup, ils ont décidé de faire un bâtiment qui soit un bâtiment commun. Et il y a eu un processus de délibération, de quel bâtiment on va faire, de vote, et donc ils ont décidé quel bâtiment, et puis après, ils l'ont construit, et là, ils en font la reproduction. Le truc est magnifiquement reproduit, tout le processus est splendidement documenté, c'est extrêmement délicat et précis, il y a des photos, il y a des films, on comprend très bien, et sur un autre mur, c'est ça qui est vraiment génial, il y a tout un exposé à travers l'histoire et à travers la planète d'expériences comme ça d'architecture collective. Aux États-Unis, les Quakers là qui construisaient leur grande ferme tous ensemble, et c'est en Afrique, partout, et par ailleurs avec une sorte de mode d'emploi. Non mais je voudrais aller au bout parce que je trouve ça vraiment génial ce pavillon, avec un mode d'emploi de comment on fait pour faire des choses ensemble. Parce qu'en fait, il suffit pas de dire on fait ensemble, c'est bien, c'est magnifique, et on saute en l'air et tout le monde est content. C'est très difficile. Il suffit d'avoir fait une réunion de copropriété une fois dans sa vie pour voir comment c'est difficile de se mettre d'accord sur comment on règle la température d'un robinet. Donc, comment on fait une bibliothèque ensemble dans un village, ça ne va pas du tout de soi. Et là, il y a toute une sorte de procédure quoi, de démocratie et de comment on peut faire ça. Et je trouve, et d'ailleurs, le petit livret, il était disponible à l'intérieur de la bibliothèque. Enfin, c'était une merveille, ce pavillon. Voilà. En tout cas, ce pavillon, il illustre un peu ce que tu dis, c'est que la question constructive est là très présente. Et c'est de l'architecture. Voilà, c'est très fort. Attends, c'est que d'ailleurs, les pavillons les plus intéressants sont les pavillons qui ont pris à bras le corps donc, la question constructive, comme le pavillon du Japon dont tu as parlé. C'est vrai que c'est fascinant, le processus d'exposition, trouver une maison, la démonter, l'analyser pièce par pièce, ou aussi donc le pavillon américain sur le Ballonfram, ça c'est vraiment complètement génial. Effectivement, c'est un mode de construction complètement partagé que tu trouves partout aux États-Unis et qui même, bon, c'est pas dit dans l'exposition, mais qui un mode et une culture constructive. C'est ça que ça raconte. Voilà, et même les gens comme Eric Owen Moss, par exemple, qui fait des formes totalement déconstruites, eh bien, il est fait donc en Ballonfram. Philippe. Oui, non, moi je vais pas parler longuement. Je vais juste rappeler une chose que tout à l'heure, quand Isabelle, tu disais que pour Hutin, la forme ne l'intéressait pas. Mais quand je sais pas qui ici est prof, mais quand vous êtes prof et qu'il y a un moment, il faut quand même arriver à pousser les étudiants à oser passer à la forme. C'est ça qui est quand même extraordinaire. Ce qui caractérise quand même l'architecture, c'est quand même aussi ça. C'est pas seulement le processus de discussion, même si ça peut aboutir à quelque chose de formidable. Il y a un moment, il faut oser, quoi. Et ce qui est terrible dans les pavillons français, depuis plusieurs, c'est pas que Hutin, quoi. C'est qu'on a l'impression qu'on n'ose pas
affirmer, prendre un parti formel, et puis tant pis si les gens trouvent ça raté ou moche. Ou bon. Parce que c'est vrai que le pavillon américain, moi j'ai trouvé par exemple aussi que le pavillon finlandais était tout à fait passionnant, où ils exposent comment une maison traditionnelle est devenue un archétype et qui s'est même développé dans le monde, etc. Mais c'est vrai qu'on a l'impression d'être presque séduit par des choses qui sont presque traditionnelles, quoi. L'architecture, parce qu'on arrive encore à comprendre, voir quelque chose. Alors c'est vrai. Par ailleurs aussi, j'ai trouvé formidable le pavillon israélien, mais c'est pas nouveau. Je trouve qu'à chaque fois, les Israéliens, ils ont des commissaires qui étudient l'espace, et le critiquent d'ailleurs, critiquent même politiquement, de façon très dure, à partir d'un angle tout à fait particulier. Là, c'est moins qu'on puisse dire. Là, c'est la disparition des animaux. À la morgue, là. Oui, absolument. Il y a la mise en scène d'une morgue. Bon, ça va très très loin. Oui, mais c'est quand même très fort. Oui. Bon, ça, c'est incontestable. J'ai trouvé intéressant les pavillons qui osent les maquettes, le pavillon suisse, parce que le pavillon suisse, il a un intérêt en plus, c'est que chaque maquette, elle raconte une histoire. C'est-à-dire que c'est vraiment un process de narration, en ce sens, sur la frontière. Sur la question de la frontière, c'est ça qui est très très intéressant. Et si je peux me permettre, ils ont travaillé avec des cinéastes. Ils ont pris un cinéaste. Absolument. Voilà, la forme compte, Oui, quoi, il y a aussi. un multimédia Je suis qui est d'accord très avec toi, réussi, super. qui est très réussi. Même le pavillon belge, il est intriguant, même si ils exposent des maquettes de 45 bâtiments relativement récents, mis les uns Oui, à parce que côté c'est même des pas autres. des maquettes, c'est des. Oui, enfin, c'est à échelle. On va je sais pas presque au combien. cinéma, là. C'est Alors, autre chose. c'est un Mais peu- c'est intéressant, c'est la question de la transformation Oui, des c'est assez lieux intéressant et aussi. autres. Voilà. Oui. Donc, mais c'est vrai que on se raccroche à des choses qui sont compréhensibles, disons, parce que le reste Alors moi, dans le registre de l'art contemporain, j'ai quand même aimé le pavillon du Kosovo. Vous êtes peut-être passé sans vous en rendre compte. C'est parce que c'est une benne à ordures peinte en blanc de la couleur des Nations C'est Unies, dément. vide, c'est tout. Et c'est quand même c'est très surprenant. C'est peut-être même le pavillon de Kosovo. Oui, Le pavillon du Kosovo, Absolument. en effet. Mais il y a aussi, vous ne l'avez pas encore dit, mais il y a beaucoup de choses, une sorte de dérive sur l'art contemporain incroyable, des installations Non, mais c'est pas comme non, mais celle-là. On était franchement, plus dans le je musée pense des sciences absolument que pas de l'art de... contemporain, parce que Non, mais j'ai il pas dit suffit- que c'en était. Non, mais c'est J'ai pas- dit que ça non, voudrait il y a toute jouer une- dans cette Non, mais il y a une cour. volonté comme ça d'illustrer les propos. Et justement, la manière, disons, la plus. Donc, dans une biennale d'architecture, c'est l'architecture qui ne doit pas illustrer les propos, mais qui doit être travaillée par ses propos, qui doit mettre en présence ses propos. Et là, c'est vrai qu'il n'avait que des illustrations de concepts, et ça devenait mais totalement consternant. Alors qu'il y avait l'exposition Bruce Nauman dans le pavillon comment il s'appelle comment Oui. La pointe de la douane en français, si tu préfères. La pointe de la douane. Et donc, voilà, là, on voit ce que c'est que l'art. C'est au service de rien du tout, quoi. Tu ne peux pas mettre l'architecture au service de quoi que ce soit. Et ça, on y reviendra, je pense, tout à l'heure. Bon, en tout cas, le pavillon de Patrick Berger, lui, renvoie à la question constructive aussi d'une manière forte aussi. Bon, voilà, pour dire qu'il y a des gens qui n'ont pas voulu. Si, quand même, c'est une architecture. C'est ça que je veux dire. Non, mais juste un mot, moi j'ai fait un papier dans Beaux-Arts justement sur le fait qu'il y a une explosion de ce type de construction en bois éphémère. Il y en a plein en ce moment, c'est une espèce de mode. Je ne sais pas exactement à quoi ça sert, qu'est-ce que ça veut dire. Franchement, c'est beau, quoi, mais bon, voilà. Bien, venons-en à la bourse du commerce. Vous n'avez pas du tout parlé de l'installation d'Elemental, de Aravena et autres. C'était aussi, tu parles de bois et autres. Non, mais c'est pour dire qu'il y avait quand même dans le parcours des choses comme à chaque fois, tout à fait, ça existait et chacun va faire son marché. Donc venons-en à cette bourse du commerce au Halles, nouveau lieu de la collection Pinault en France. Alors déjà, je voudrais dire que on assiste à une transformation du premier arrondissement, parce que juste à côté de la Poste du Louvre, dont nous avions parlé autour de cette table la dernière fois, eh bien il y a ça, et puis après nous allons parler de la Samaritaine. Enfin, c'est un quartier qui bouge énormément. Alors c'est un bâtiment circulaire qui est connu, je le rappelle, pour l'expérimentation d'une coupole de métal et de verre en 1812. D'ailleurs, c'était
déjà un bâtiment très emblématique, en effet, de cette architecture de métal. Et donc là, c'est l'œuvre de Tadao Ando, donc grand, j'allais dire l'architecte de Pinot, on pourrait presque dire. Je rappelle que c'est lui qui a fait la Punta Dogana, entre autres, et aussi le Palazzo Grassi, avec les jeunes architectes de l'agence NEM, Ninet et Marca, et Pierre-Antoine Gattier, car évidemment, là, il y avait une question d'un monument historique, mais moderne. Parce que Pierre-Antoine Gattier, c'est toujours l'ACMH de la modernité. C'est ça qui est intéressant aussi dans son travail. 3 ans de chantier, une collection impressionnante. Je vais pas la développer là. Je voudrais créer une architecture qui touche par sa beauté, dit Ando. Moi, j'aime bien les gens qui affirment ça et qui même le revendiquent. C'est assez rare. Donc, un cercle de béton sous la structure de métal, 10 espaces d'exposition et un auditorium en sous-sol, pour faire vite. Sophie. Oui, moi, je trouvais que c'était vraiment un projet absolument remarquable à de nombreux égards. Voilà, c'était vraiment le casting. Tu n'as pas parlé des frères Bouroulec, mais leur travail est également extrêmement intéressant. Alors d'abord, effectivement, transformation du premier arrondissement parisien. Et là, on ne peut que saluer ce projet de transformation, de rénovation de la Bourse du Commerce, parce qu'on voit quand même que à Paris, souvent, on est plutôt dans l'enlaidissement, avec des espaces publics qui sont obligés de mettre, moi j'appelle ça la pollution urbaine, pour empêcher les voitures d'accéder, etc. Voilà, c'est extrêmement pénible. Je trouve qu'il y a plutôt un enlaidissement de Paris. Et là, avec le projet de Dominique Perrault juste à côté et le projet de Bourse du Commerce, on se retrouve avec des très beaux espaces publics et vraiment tout un pan, toute une partie du quartier qui est magnifiée. Je pense notamment au banc antiterroriste des Bouroulec. Donc, il fallait quand même être dans la subtilité pour pas faire quelque chose qui soit trop défensif. Donc eux, ils ont fait des bancs assez bas, métalliques, absolument magnifiques. Et puis également tout leur travail de signalétique, où ils ont fait des énormes drapeaux avec un tissu gris qui fait référence à l'intervention de Ando à l'intérieur, et dont on questionne beaucoup la matérialité. D'ailleurs, ils n'ont pas voulu dire, le jour de la visite, ils n'ont pas voulu dire quelle matière ils avaient réussi à mettre au point, quelle matière ils avaient travaillé pour avoir cet effet de matière-là. Alors maintenant, pour en revenir au projet d'Ando, finalement, quand on note dans la Bourse du Commerce cette espèce d'immense cylindre absolument magnifique en béton, on peut considérer que c'est la première œuvre, que c'est la première œuvre exposée dans le musée. Enfin, moi, je trouve que c'est comme ça qu'il se perçoit, d'autant plus que l'intelligence au niveau de la programmation, ça a été d'externaliser la billetterie. Donc, dès qu'on rentre dans le musée, on est vraiment immergé dans le fait de voir, de découvrir les œuvres d'art. Alors ensuite, l'autre problématique, c'était de faire rentrer un programme d'exposition, un programme muséal dans un ancien bâtiment qui, à l'origine, n'était pas fait pour. Donc, c'est toujours un peu la difficulté. Comment pouvoir rentrer dans un lieu qui est pas fait pour, des salles d'exposition, comment bien y circuler, comment faire rentrer la lumière. Et là, je trouve que, justement, Ando et l'équipe de NEM ont réussi à faire un travail remarquable. Et on a une qualité muséale qui est assez extraordinaire, puisque on a de multiples possibilités. On a à la fois la possibilité d'exposer des très grandes œuvres dans le cylindre et de subdiviser, d'avoir des plus petites salles en périphérie, donc dans les salles qui se succèdent dans la partie circulaire en bas et dans les étages. Donc c'est un plan extrêmement intelligent. Ça facilite également l'utilisation, lorsque le musée est fermé, de la partie restauration qui est à l'étage. Donc vraiment, c'est une réussite totale. Et après, c'est aussi vraiment très intelligent avec l'histoire du lieu, puisque finalement, quand on
se penche un peu sur l'histoire de ce bâtiment, c'est un bâtiment qui a toujours connu des transformations successives. Bien sûr. Comment dire, la coupole a été surélevée, a été transformée, voilà. Et donc, finalement, Ando a vraiment s'est emparé de toutes ces données-là, de toutes ces contraintes pour magnifier le lieu. Donc, je trouve que moi, je trouve que c'est un vrai plaisir, d'aller là-bas. Est-ce que tu participes? Enfin, Vous êtes enthousiaste. oui, bien sûr, je trouve ça, oui, bien sûr. Mais enfin, moi, ce qui m'a quand même gêné dans ce bâtiment, c'est que, moi, ce que j'aime bien dans les bâtiments d'Ando, par exemple, à Omotesando, il a fait, je sais pas, un Donc c'est sur la rue de la mode à Tokyo, non? Parce que là, Omotesando, c'est pas- personne ne connaît. Hein. Ah oui, d'accord. Oui. Ouais. Bon, c'est un quartier de Tokyo, il y a plein de trucs. Et donc là, il a fait un bâtiment, et c'est vrai qu'il est assez bas. C'est un immeuble de bureau avec excusez-moi, des services. On rentre dedans, et puis tout d'un coup, c'est creusé. Et tout d'un coup, c'est un espace mais qui est complètement dramatique, quoi. Là, on est un type qui est normal, et puis on descend en bas, on est Antonin Artaud, quoi. On peut revenir à Paris? Ça serait bien. Voilà. Enfin, oui, non, mais je dis ça parce que Ouais. c'est ça il a fait partout. Ça. Enfin, il a fait souvent. Il a fait même à l'étranger, il a fait en Suisse. Et donc, il creuse, voilà, tu vois. Et tout est stable. Et tu vas dans le trou, et puis tout d'un coup, ça paraît gigantesque. Voilà. Donc là, il n'a pas fait. C'est vrai que j'étais un tout petit peu déçu. Bon, il n'a pas fait. Je pense, c'est pour ça, c'est ce qu'on voit, parce que effectivement, il y a un sous-sol avec des colonnes en fonte, et le bâtiment, donc, il appartient pas à Pinault. Il a un bail amphithéotique, et puis un jour, donc, il devra le rendre en l'état, peut-être, à la mairie de Paris. Donc, il y a un côté, à la fois, enfin, comme l'a dit Sophie, extrêmement puissant dans ce cylindre, mais en même temps, c'est du faux béton dans le sens où c'est pas un cylindre de 70 cm de béton brut, c'est des plaques de béton, et puis dedans, eh bien, il y a toute la mécanique de la ventilation. Hein. Et d'ailleurs, quand je suis passé un jour, il y avait une nana comme une sorte de maquilleuse qui était en train de reprendre le béton comme ça pour qu'on ait l'impression que ce soit du vrai béton. Donc il y a un côté, voilà, il y a un côté, disons, voilà, ça peut manquer de puissance. Mais finalement, comme tu l'as dit, voilà, quand on est pris dans ce cercle, ce cylindre, et qu'on voit là, je crois que c'est la sculpture d'Urskeller là, qui est prise, comment Fischer, pardon, Urs Fischer, voilà, qui reprend le truc de Jean Bologne à Florence, l'enlèvement des Sabines. Et c'est vrai que c'est complètement, c'est sidérant, quoi. Et aussi, ce qui est sidérant, c'est comment le bâtiment, bon, d'accord, on l'a pas dit, mais c'est quand même un grand architecte français qui a fait la bourse. Hein. C'est Luc Camille Mézières. Il y a toute une façade assez intéressante qui donne sur l'intérieur de la bourse. Et lui, en dos, il est arrivé comme un japonais conquérant et il a capté, il a siphonné complètement l'espace à son profit. Et surtout, il a recadré la peinture donc de la coupole. Hein. Cette peinture, avant, on ne la voyait pas. Hein. Et tout d'un coup, voilà, elle paraît. On a presque l'impression qu'elle appartient à la collection Pinault, parce que lui aussi, il s'intéresse pas mal à la figuration. Et donc, il est arrivé comme ça à la faire rentrer, à la capter, alors qu'effectivement, donc, même si le Camille Mézières, quand j'étais étudiant, j'ai toujours beaucoup apprécié son travail, eh bien, là, il a réussi quand même à le mettre en pièces, quoi, et à lui voler, voilà, hein, cette magnifique fresque. C'est peut-être la force centrifuge, hein, c'est peut-être ça qui s'est passé là. Il y a quelque chose de très puissant. Hein. Isabelle. Oui. Ben, je suis tout à fait d'accord. Mais pour moi, en fait, enfin, j'ai lu. Bon, il y a eu un grand enthousiasme au départ et puis après, il y a eu des critiques négatives qui sont arrivées normales, quoi. C'est toujours pareil. Il y a des gens qui arrivent après. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire de mal sur... Et donc, j'ai lu des choses sur bon, ben voilà, pourquoi du béton, là, des tonnes de béton. Il n'y avait pas besoin. On est dans une forme parfaite qui met en valeur en plus cette fresque coloniale à la gloire du commerce, plus ou moins triangulaire. Bon. Mais pour moi, ces critiques en fait auxquelles j'aurais pu être sensible ne tiennent pas parce que vraiment Ando c'est tout sauf un geste gratuit. C'est ce cylindre qui met à l'intérieur du cylindre, mais qui est relié à lui par des passerelles. C'est un geste de mise en scène. Pas seulement vraiment de mise en scène du bâtiment qui
qui va réveiller en fait cette architecture quand même néoclassique, qui a été en plus retravaillée après par Blondel au 19e siècle, qui était, bon, oui, on peut dire une forme un peu parfaite, mais en même temps très très lisse, très ennuyeuse. Et là, avec à la fois le cylindre et les passerelles et les vues qu'il propose sur tout le bâtiment, il met le bâtiment en spectacle, il en diffracte les espaces, on est complètement perdu, enfin pas complètement, si, on est pas mal perdu quand même. Il y a une espèce de perte des repères qui se joue et qui fait que je pense que ça intensifie cette impression d'avoir des espaces de volume différents, une hétérogénéité et une manière de pouvoir mettre en scène toutes sortes d'œuvres de manière. Enfin, le bâtiment en fait voilà, il est pas seulement magnifié, mais il est rendu vivant par ce cylindre. Et je trouve que pour moi, c'est une incroyable réussite. Alors à la fois dans la ville, parce que quand même c'était un bâtiment qu'on ne voyait plus, et là tout a été nettoyé autour, donc il y a quelque chose effectivement dans l'urbanisme parisien qui est très réussi. Mais aussi c'est un bâtiment, je trouve, qui est extrêmement rafraîchissant. Qui fait du bien aux œuvres en fait, à la fois il y a un dialogue entre la ville, entre le bâtiment, il y a de la transparence en fait partout. Enfin, il y a quelques pièces aveugles où il y a plutôt de la photographie, etc. Mais il y a beaucoup de pièces qui ouvrent sur la ville, qui ouvrent à l'intérieur du bâtiment, parfois les deux. Et du coup, il y a un dialogue qui se crée entre les œuvres, entre l'extérieur, l'intérieur. Sans parler de quand on monte dans les étages, où là on arrive dans cette espèce de constellation de petites alcôves qui ont été réagencées par les frères Broulec, mais surtout on a cette ouverture avec des vues complètement nouvelles sur Paris, le pied de cochon d'un côté, la canopée des Halles, qui franchement à mon avis c'est son meilleur profil, hein. Non mais franchement elle est très très belle vue d'en dessous et vue du dessus plutôt, et à l'horizon comme ça en ligne de mire même Beaubourg, quelque chose de presque provoquant quoi. Il y a un duel qui se joue entre Beaubourg, l'institution publique, et Pinault qui arrive avec sa collection. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de tension, il y a de la dynamique qui se joue vraiment à tous les niveaux, à l'intérieur du bâtiment, avec la ville, entre les œuvres. Et voilà. Et en dos, avec les NEM, on réussit, je trouve, à insuffler cette tension, cette vie qui fait que c'est un endroit hyper excitant, en fait. Philippe. Bon, tout ce qui a été dit l'a été très bien dit. Ouais. Évidemment, c'est un peu dommage de parler de ce bâtiment sans parler des autres, mais puis on va en parler après. Parce que c'est vrai que quand même, il y a une concomitance de production de 3 projets d'extraordinaire puissance qui méritent quand même d'être comparés les uns aux autres, d'autant qu'il y a des matchs dans le match, puisque Pinault, Arnaud, tout ça, c'est quand même, on sent que c'est des gens qui ne s'aiment pas. Et donc, c'est vraiment, l'architecture est là d'un seul coup, utilisé comme un élément d'un combat économique tout à fait stupéfiant. Et c'est à la fois très une bonne nouvelle, dans un certain sens. Les Pritzker japonais, même, oui, pour être précis. Oui, absolument, oui. Et alors, et donc, la première des choses, il me semble, bon, d'abord, on l'a dit, mais c'est vrai, il y a une équipe extraordinaire, quoi. Entre Ando, Lenem et puis Pierre-Antoine Gatier, c'est quand même et un maître d'ouvrage. Là, on a quand même une équipe formidable, donc un résultat. Bon, moi, ce que je trouve très fort, c'est que François Pinault a réussi à prendre un lieu qui était central dans la ville, et en plus, il a réussi à avoir une forme qui est exactement ce que doit être la forme de son concept. Et son concept, en fait, c'est quoi ? C'est en fait de faire entrer le tout venant, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas des gens de la sphère des financiers, les faire rentrer dans le cercle. Et c'est pour ça que je trouve que d'ailleurs le projet de Tadao Ando est vraiment subtil, parce que justement, et tu l'as très bien dit, le fait d'avoir externalisé la billetterie, c'est crucial, parce que quand on rentre, on peut rentrer directement au centre
on peut le contourner avec d'autres entrées, mais c'est vraiment l'idée, c'est vraiment de pénétrer dans le cœur du bâtiment. Et en ce sens, je trouve que là, on a vraiment une forme et un concept qui sont vraiment en miroir l'un de l'autre, et ça, c'est vraiment une réussite. Alors, ça, c'est une chose. Après, c'est vrai que ça a été dit, mais je trouve qu'il faut insister vraiment sur la manière dont le bâtiment a su ménager des vues. C'est-à-dire que c'est pas du tout un bâtiment opaque. Au contraire, c'est un bâtiment extrêmement ouvert. C'est vrai qu'on a l'impression que la canopée, c'est le socle de Beaubourg. C'est quand même extraordinaire. Ça, c'est génial. Et donc, voilà. Après, on pourrait rentrer dans toutes les subtilités. Mais c'est vrai que moi, je trouve que le concept et la forme soient en adéquation. Ça, c'est une réussite énorme. Très bien, on va enchaîner tout de suite avec l'îlot de la Samaritaine, cet îlot du XXe siècle, un ensemble art nouveau et art déco, je le rappelle, Jourdain 1910, Sauvage 1928 et Sanaa et Édouard François pour l'hôtel. Donc, 16 ans de fermeture, un projet très ambitieux mené par les architectes que je viens de citer pour le compte du groupe LVMH. C'est un travail aussi bien de restauration que de transformation. Les deux choses sont très importantes à souligner parce que ce n'est pas la même chose. Évidemment, il y a un changement de programme avec l'intégration de plusieurs éléments, dont des logements sociaux. Voilà, c'est une opération très, très complexe. Évidemment, là, il y a eu une très, très grosse polémique, notamment avec cette histoire de la façade sur la rue de Rivoli. On va en parler. Tiens, Richard. Bon, je suis gêné de commencer. Mais pourquoi? Mais projet. non. Mais bon, oui, parce que c'est pas un truc que je connais vraiment bien. Enfin, moi, ce qui me choque surtout dans cette réhabilitation, c'est la question du programme. On en avait déjà parlé la dernière fois avec le projet de Perrault dans la Poste. C'est-à-dire que, par exemple, faire un hôtel de luxe, donc dans le bâtiment de Jourdain et de Sauvage, je vois pas trop qu'est-ce que ça apporte à la ville, quoi. Ça c'est et en plus, malgré tout, ces grands magasins, putain, il faut se rappeler ce que c'est, quoi, tu vois. Tu vois, c'est pas simplement, c'est pas Léal, c'est pas des trucs, c'est pas ça du tout. Il y a une utopie derrière ça. Bon là, c'est pas Bissou. Pardon, c'est pas Boussicot, c'est Cognac. Hein, mais voilà, il y a, chez Boussicot, en tout cas, il y avait vraiment l'idée de faire un palais de la femme, de la libérer complètement, de la faire sortir de chez elle, hein, alors qu'elle était enfermée à double tour par son mari. Et puis de l'éduquer, de lui faire lire des journaux, de lui faire toucher des soirées, etc. Et là, c'est l'utopie qui a été reprise après par Cognac. Et là, la Samaritaine, c'était formidable, c'est vrai, parce qu'on pouvait acheter des marteaux et des clous, on pouvait acheter de la soie, tu vois. Là, aujourd'hui, c'est vrai que des marteaux et des clous, il n'y en a pas beaucoup, quoi, tu vois. T'as simplement des montres extrêmement chères, tu vois. Des trucs que tu pourras jamais mettre, même pour venir ici parler, tu vois. Donc, voilà. Et en plus, le magasin, bon, quand j'y suis allé, il était pratiquement vide, quoi. Alors que ce qui était fascinant dans la Samaritaine, c'est que ça fourmillait, quoi, voilà. Hein, tous les gens rentraient, sortaient, et je trouve que ce vide, il est aussi extrêmement gênant, parce qu'il y a très peu de produits, alors qu'avant, quand on lit, effectivement, aussi Au bonheur des dames de Zola, puisque finalement, il s'était beaucoup intéressé à Boussicot quand il a fait ce livre, et puis il s'était beaucoup intéressé à la genèse de ces grands magasins. Il y a des produits partout, c'est le souk, c'est le bazar oriental, hein, où on croule sur les marchandises. Et là, aujourd'hui, on rentre dans le bâtiment de Fontjourdain. Hein, c'est vrai qu'il est magnifique, on comprend. C'est un chef-d'œuvre de la structure métallique. On voit parfaitement comment les forces sont transmises, mais tout est vide, quoi. Alors qu'en fait, il faudrait qu'il croule, voilà, sous les marchandises. C'est un contresens total, voilà. Et puis je sais pas pourquoi Édouard François s'est embarqué dans cette histoire-là. Hein, de toute façon, quand on rentre dans son hôtel maintenant, on voit quoi? Du Peter Marino, mais jusqu'au dégoût, quoi. C'est-à-dire que là, par contre, il y a des chaises qui sont très très bien faites, hein, qui sont magnifiques, mais qui s'accumulent les unes sur les autres, des tapisseries, je ne sais pas quoi, des marbres, des plaques métalliques dorées. C'est totalement insupportable. Mais quand même, le plus insupportable, c'est mais qu'est-ce qu'on a fait à l'utopie du grand magasin? Ça, c'était un programme. Et pourquoi on n'a pas cherché à inventer un programme de ce type, hein, pour ranimer la Samaritaine? Isabelle.
Je suis tout à fait tellement d'accord avec Richard. Et moi, ça me fait mal au cœur. C'était mon magasin préféré, la Samaritaine. Il y avait quelque chose de démocratique. T'allais chercher des clous? Non, j'allais chercher des vêtements, mais on trouvait des vêtements qui étaient pas trop chers dans un cadre qui était sublime. Il y avait quelque chose de vraiment très beau. Et là, alors on a deux options, quoi. On a le côté Rivoli où on a décidé que comme c'était pas classé monument historique, on pouvait dire que c'était un peu vieux, donc il fallait casser, et on met cette façade pourquoi avoir cassé ce bâtiment? Ce que disait tout à l'heure Philippe était très. Enfin, moi, ça m'intéresse énormément parce qu'on a vraiment le match effectivement entre Bernard Arnault, entre deux maîtres d'ouvrage, quoi, qui sont les deux géants du luxe, les deux milliardaires français, qui se font la guerre à quelques centaines de mètres de distance, à grand renfort de prix Pritzker japonais. C'est quand même intéressant, quoi, sur des bâtiments patrimoniaux de très grande qualité. Et on a une option. Moi, enfin, je veux dire, j'ai pas forcément un amour passionné pour Pinault, mais il y a quand même deux options qui sont extrêmement différentes, quoi. D'un côté, on a le respect de l'ancien et on va réveiller et on va transformer et on va faire une opération en s'inscrivant, en respectant ce qui est là, surtout aujourd'hui, ça a quand même beaucoup de sens. Et ici, avec l'option Bernard Arnault Sana, c'est on détruit c'était tout un pan de la rue de Rivoli qui était extrêmement harmonieux, qui avait une cohérence folle, et on met cette espèce de voile de poly, je ne sais plus comment ça s'appelle, poly. Complètement qui dans un autre contexte pourrait très bien aller, en fait. Le problème, c'est le geste. Moi, j'ai rien contre en soi, sauf que pourquoi avoir détruit? Et de l'autre côté, côté hôtel, alors là, on fait une restauration sublime avec la recherche des matériaux les plus parfaits, la valorisation des savoir-faire français. Enfin, c'est Louis Vuitton en version immeuble, pour faire ce que décrivait Richard tout à l'heure. Et ces deux options, ces deux options de richesse clinquante, tape à l'œil, et qui, je vais peut-être dire une dernière chose, mais je veux dire, c'est pas grand-chose ce que j'ai dit, il y a tellement de choses à dire. Et puis, à l'intérieur, il y a ce concept d'utiliser plein de designers différents. Déjà, la partie qui a été conservée, on a complètement tout désossé. Le bâtiment a été extrêmement désossé dans la partie qui a été conservée. Et puis, il y a ces choix de changer d'atmosphère visuelle en permanence. Enfin, on est dans un truc, c'est un peu le more is more, quoi. C'est pas less is more, c'est more is more à l'intérieur, même s'il y a peut-être pas beaucoup de marchandises. Et voilà, et on est dans une transformation du cœur de Paris qui quand même repose sur deux piliers que sont le luxe et l'art. C'est exactement ce qu'on a de l'autre côté de Beaubourg, dans le Marais, avec les Galeries Lafayette et le BHV qui ont racheté au fur et à mesure tous les îlots du quartier et ont privatisé la ville. Et là, on est dans quelque chose d'un peu similaire qui vide la ville de ses habitants. Tout est fait pour un tourisme international de gens extrêmement riches, et plus la place ni pour les Parisiens ni pour les marteaux et les clous. Alors, il nous reste 20 minutes pour deux bâtiments derrière, donc je vais vous demander d'être très concis sur la suite, puisque là, ça a été, je crois, très bien. Alors, je vais faire vite. Donc, je suis tout à fait d'accord avec Isabelle et Richard. Moi, je suis complètement dubitative par rapport au travail de Sana. Moi, je trouve que c'est un ratage total, et je ne comprends pas pourquoi ils ont fait un bâtiment qui est aussi autiste. Je ne comprends pas que quelqu'un comme Bernard Arnault, alors qu'on sait qu'il est quand même très proche de ses chiffres de vente, etc., il n'ait pas eu la décision à un moment donné d'ouvrir le bâtiment Rivoli sur l'extérieur.
l'extérieur. Et alors en plus, urbanement, quand on passe dans cette partie-là, il y a un aspect complètement générique. On pourrait être à la Défense, complètement autiste. Moi, je trouve que c'est vraiment problématique. Et puis le concept de cette espèce de rideau de verre diaphane, il se heurte complètement à la réalisation technique, puisque ce qui transparaît, c'est vraiment les bracons pour tenir les verres. Et donc, de fait, ça ne fait plus du tout aucun sens. Voilà, enfin, je trouve que franchement, c'est un ratage total. Oui, je serais extrêmement concis. Tout a été dit et très bien. Je suis absolument d'accord avec toi. Je suis très surpris par la faiblesse finalement du projet de Sana. Je trouve que il n'y a pas du tout même de sentiment d'appel, qu'on n'a pas envie d'aller voir. On n'a pas. Bon, mais je résumerai ça. C'est très simple, quoi. À côté de la Samaritaine, le bon marché, ça fait populaire, quoi. Voilà. Je vais juste dire un tout petit truc par rapport à ce que vous venez de dire. Je pense qu'il y a une explication, à mon avis, sur pourquoi le bâtiment est si fermé. C'est qu'il ne s'adresse pas à nous. Il s'adresse vraiment et c'est parce que j'ai fait une visite en plus avec une responsable marketing. Il s'adresse à une clientèle richissime internationale. Il y a un salon VIP pour les personal shoppers et les familles du Golfe qui viennent. Il y a un spa. Enfin, c'est un niveau de luxe. Ça n'existe pas, hein, même les Galeries Lafayette. C'est ce que tu disais. Pardon, mais la partie Rivoli, c'est la partie la meilleure marché. C'est là où il y a le plus le streetwear, etc. Oui, mais c'est du on a streetwear l'impression très cher. Hein. C'est pas cher, bon marché. Mais moins cher que ce qu'il y a dans l'autre partie, dans le bâtiment 2. Et alors là, mais c'est catastrophique. On a l'impression d'être dans un duty free à l'aéroport. Je vous arrête, on va partir à Nanterre. Donc, parce que je voudrais vraiment qu'on parle de ce projet de la contemporaine, cette bibliothèque, centre d'archives et musée, en limite du campus de Nanterre, sur une parcelle triangulaire. C'est un bâtiment culturel et très urbain. Le musée Atelier de l'Histoire, plus salle d'exposition temporaire, bibliothèque, écoutez bien, 4,5 millions d'ouvrages, c'est-à-dire soit le plus gros fonds après la BNF. C'est pas rien, c'est pas connu, mais c'est là. Plus des archives. Bref, un travail sur la structure et sur la lumière. Là, je pense que tu vas être content. Et puis, une peau de brique qui fait le lien. Enfin, bref. Sophie. Alors, c'était pas un... Comment dire? C'est un terrain au départ qui est peu facile parce que c'est un terrain triangulaire. Et donc Bruno Gaudin a réussi à s'emparer de cette contrainte pour en faire un lieu non seulement qui est très intéressant dans ses 3 programmes principaux que sont l'exposition, la formation et les archives, mais il a mis à profit la parcelle triangulaire pour récupérer un tas d'espaces interstitiels un peu partout dans le bâtiment, ce qui fait qu'il n'y a aucun endroit, il n'y a aucun coin qui est résiduel, mais il met vraiment cette géométrie complexe à profit pour aménager des tas de petits lieux supplémentaires. Ce sera des petites alcôves pour pouvoir lire un peu à l'abri des regards ou à l'abri des rassemblements de personnes. Donc il y a vraiment une intelligence du plan. Et alors ensuite, quand même, la salle de lecture, c'est un vrai coup de maître. Ce qui était très intéressant, c'est qu'il avait également la mission mobilier. Donc lui, il explique très bien. Il explique que dans ce type de bâtiment, le mobilier, il participe à 100% de l'architecture. C'est un coup de maître structurellement, spatialement. C'est magnifique. Enfin, c'est magnifique. Il y a une espèce de travail sur la lumière. Il y a une espèce d'exacerbation de la lumière. Moi, j'ai quand même pas souvenir d'avoir vu ça ailleurs, où il arrive à créer des zones de contraste extrêmement fortes. Et alors, ce travail sur la lumière, il est d'une technicité, puisqu'en fait, il utilise les bétons comme conducteur, comme matériau conducteur de la lumière. Donc, on a ces espèces de grands
portiques qui non seulement sont très beaux, qui sont dans un béton d'une qualité très sophistiquée. Là, on est dans du béton à la Hondo, mais c'est pas que beau, c'est aussi très utilitaire puisque ça vient éclairer les tables. Donc là, je trouve qu'il y a vraiment une force des architectes, c'est d'avoir su vraiment bonifier tout leur passif dans les projets, dans leurs projets précédents. Donc ils ont, voilà, le programme d'archives, ils le connaissent bien, le programme de bibliothèque, ils le connaissent bien, le programme d'exposition, ils le connaissent bien. Et là, ils s'emparent de tout ça puisque c'est un mixte de ces trois programmes pour en faire un lieu vraiment avec une identité extrêmement forte et absolument superbe. Voilà. Moi, ce qui m'a frappé, c'est comment il crée un espace intérieur extrêmement urbain. On peut dire qu'il tire la ville à l'intérieur. Et là, parce qu'il y a une complexité de programme, d'ailleurs la coupe le montre très bien, qui est très très intéressante. Hein. Et l'articulation se fait très bien. Je trouve que ce bâtiment a des qualités, j'allais dire, de travail et j'allais dire même de confort visuel. La lumière, c'est assez impressionnant. Philippe. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, d'abord, évidemment, c'est que ce qu'il y a bien avec l'architecture, c'est de temps en temps, ça fait découvrir des choses qu'on ignorait totalement. Donc, évidemment, le poids de ces archives, mais même ce musée, qui est quand même tout à fait passionnant. L'atelier de l'histoire. Tout un travail sur la propagande depuis 1900, en gros, jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est tout à fait intéressant. Ce qui m'a intrigué, moi, c'est que j'ai trouvé, en visitant le bâtiment avec Bruno Godin et vous, c'est que j'ai eu l'impression d'être revenu presque 20 ans en arrière. Je trouve qu'il y avait un côté typomorpho. On explique bien comment le bâtiment respecte les angles des deux rues, comment il essaye de recréer, d'être un rocher sur lequel la ville ensuite peut s'accrocher. J'ai trouvé qu'il y avait tout un discours, même une façon de présenter son architecture, qui était celle que j'avais connue, ou presque que j'avais entendue de mes profs à l'école. Et le bâtiment, d'ailleurs, je trouve qu'il s'inscrit tout à fait. D'ailleurs, il est très cistercien, il fait penser à des abbayes, à des cloîtres, à des choses comme ça. Donc, mais en même temps, il a des supercheries ou des bizarreries, comme par exemple le fait que justement, alors que d'ordinaire, on met les salles d'exposition où justement il y a des expositions temporaires, on les met au rez-de-chaussée, près de l'entrée, parce que c'est facile. Ben non, là, il a mis ça au premier étage. Résultat, tous les gens sont obligés de passer dans ce grand hall qui est d'une grande générosité d'espace, obligés de voir cette salle de lecture avec l'idée que peut-être ils pourraient aussi aller s'en servir de cette salle de lecture. Donc il y a vraiment l'idée à la fois d'attirer un public, parce que c'est quand même au cœur du campus de la fac de Nanterre. Donc l'idée, c'est quand même d'attirer les étudiants pour les faire venir sur ce lieu. On n'est pas du tout dans le virtuel. On est dans quelque chose d'extrêmement concret, y compris dans le fait que quand il veut marquer les arches de cette salle de lecture, il met plus de béton que de nécessaire, comme il met plus d'espace que de nécessaire dans l'entrée. Donc il y a quand même quelque chose vraiment à la fois de la grande rigueur presque monacale et d'une espèce de générosité de l'architecte qui est très très intéressante. Richard. Oui, moi j'ai beaucoup aimé, donc comme vous, ce bâtiment. C'est vrai que j'ai eu une réelle émotion en le voyant. J'ai presque pleuré parce que on le voit dans les images, quoi. Voilà, on est plongé comme ça, en apnée, dans l'histoire de l'architecture. Là, ça rappelle Niemeyer, ça rappelle les bâtiments de Niemeyer des années 70, là, les écoles dans les favelas. Après, à l'extérieur. Pour autant, c'est pas de la citation, hein, on est bien d'accord. Non, c'est pas du tout, c'est pas de la citation, mais c'est exactement comme par exemple. Enfin, c'est pas de la citation, c'est exactement comme par exemple. Bon, je sais pas si le public aime la musique contemporaine, mais je l'incite à aller voir, aller à la Philharmonie, écouter par exemple Luciano Berio, et notamment Symphonia, parce que dans Symphonia, donc, il reprend la structure d'une symphonie de Mahler. Et donc, des fois, on retrouve des accents mahlériens, mais des fois aussi, donc, il y a des fragments de la sixième de Beethoven qui traversent l'œuvre. Et donc, voilà, voilà. Et là, c'est la même plongée, voilà, parce que à l'extérieur, la façade donc, qui donne sur la gare, elle reprend, mais presque texto, la façade de Moneo, la façade pour la mairie de Murcia, je crois, donc en Espagne. Après, on passe sur le côté, et c'est plutôt, donc, disons, ce serait plutôt un Hollandais, voilà, comme Dudok, par exemple, voilà, qu'on retrouve. La brique, elle rappelle
le Danois, là, John Hudson. Et puis, à l'arrière du bâtiment, eh bien, on a Alto. Voilà, parce que c'est des blocs comme ça, hein, en lévitation. C'est ce qu'il a fait, donc, par exemple, à l'université d'architecture d'Helsinki. Voilà, donc c'est une vraie plongée, c'est un vrai bonheur. Parce que tout ça, voilà, c'est pas c'est pas vrai, non, il s'aide de cette histoire de l'architecture, hein, pour faire ce bâtiment. Il compose, voilà, hein, mais il y a pas c'est pas la citation, c'est pas des guillemets comme ça qui sont placés, pas du tout. Hein, tout rentre, hein, dans une sorte de tourbillon. D'ailleurs, comme vous l'avez décrit, le grand hall triangulaire, justement, il est là, vous voyez, hein, pour vous faire rentrer dans le vortex, là, pour citer l'anglais, Wyndham Lewis. On est plongé comme ça dans un gigantesque tourbillon, et puis on traverse toutes les périodes de l'histoire de l'architecture. Moi, franchement, j'ai adoré ce bâtiment, et malheureusement, comme dit Philippe, c'est vrai que des bâtiments comme ça, aujourd'hui, on n'en voit pas beaucoup, et peut-être qu'il est ringard, et puis nous, on est ringard aussi, je ne sais pas, hein, mais quand même, j'espère que non, quoi, voilà. Très bien, donc unanimité, oui, pardon. Non, c'était juste, de toute façon, je suis très d'accord avec tout le monde. Moi, j'ai beaucoup aimé le bâtiment. J'aurais juste voulu peut-être rebondir sur ce que disait Richard. C'est s'il y a un architecte auquel il m'a vraiment fait penser, une architecture à laquelle j'ai vraiment pensé dans le bâtiment, c'était vraiment Alto. Parce que, en fait, c'est le côté cocon. On rentre, et c'est ce qu'il a voulu faire, hein. D'ailleurs, Gaudin, il assume tout à fait cette idée de, on rentre dans un bâtiment et là, on est complètement coupé de l'extérieur immédiatement. On a cette impression dès le hall, et alors encore plus quand on rentre dans la salle de lecture. Mais il y a quelque chose, il y a un travail. C'est vraiment, c'est l'espace, la lumière, les matières, quoi. Là, dans la salle de lecture, il y a un jeu entre le béton et le bois, et comme une forme de continuité et de une grande douceur, en fait. Douceur de l'espace et du climat qui est créé, et qui, voilà, on est comme dans je sais pas, un vaisseau spatial dédié à la connaissance, à l'histoire. Et c'est vraiment... et d'ailleurs, juste pour dire, l'extérieur du bâtiment m'avait un peu heurté comme ça sur un plan. J'étais pas convaincue. Et ça fait partie des choses, je trouve, passionnantes en architecture, comme quand tout d'un coup l'intérieur marche, et ben l'extérieur prend tout son sens. En fait. On aime tellement ce bâtiment qu'on Oui. peut toujours ajouter quelque chose. Alors, Alors, juste oui. une chose très brièvement, moi je suis pas du tout d'accord avec Philippe, mais on en débattra une autre fois. Je trouve que la force justement de ce bâtiment, c'est un travail sur la lumière extrêmement poussé, mais je trouve que l'écueil ça aurait été de tomber dans le sacré. Or, il arrive à en échapper complètement. Donc je trouve que ça n'a rien de cistercien, et c'est ça qui est très bien. Bien. Terminons avec la Fondation Luma, c'est pas rien. Donc ce grand projet de Maya Hoffman, évidemment on pense à un effet Bilbao, hein, j'imagine, ça, un signal, une tour d'inox de 56 mètres de haut qu'on voit de la gare, la transformation d'une friche ferroviaire, j'insiste là-dessus, c'est un des points très très forts, avec une série d'ateliers qui ont été transformés justement pour cette fondation, avec un centre de recherche. Et puis, chose très très importante, un parc de Basse-Metz qui a fait sortir la nature d'une dalle de béton parce que c'était complètement minéral, et donc il y avait très très peu d'épaisseur. Il a capté une rivière pour venir là, et pour apporter de la vie aussi. Et puis il faudrait aussi ne pas oublier le rapport dialectique avec l'école de la photographie de Barani, juste de l'autre côté du boulevard. Bref, on va en parler. Est-ce que... Sophie. Oui, moi je veux bien y aller. Bon, alors je trouve que mon avis est mitigé sur le bâtiment. Il y a quand même quelque chose d'extrêmement enthousiasmant. C'est vrai que quand on arrive à Arles depuis la gare, on l'aperçoit de très loin, et c'est valable aussi un peu partout dans la ville. Indéniablement, il a une force extraordinaire. Le côté architecture en mouvement, bon, c'est un peu la quête du Graal de l'architecte. Là, il y arrive parfaitement bien. Et puis, c'est surtout cette forme dynamique
prête à toutes les interprétations. C'est une ouverture à tous les imaginaires et ça, c'est vraiment ce qui est formidable. Et je pense que quand on peut comparer un bâtiment, quand il y a autant d'images qui sont suscitées, donc c'est autant un rocher que une fontaine d'eau, que comment dire, un amoncellement de caplas. Voilà, donc je pense que ça permet d'avoir autant d'images. Je pense que déjà, il y a quelque chose d'extrêmement réussi. Maintenant, là où je suis un petit peu plus mitigée, c'est que bon, c'est un projet qui avait été quand même lancé voilà, il y a 10-15 ans. Et quelque part, je trouve qu'il est quand même déjà un petit peu dépassé. Alors, il soulève beaucoup d'ambiguïté puisque il y a une débauche d'argent, de matière, mais à la fois c'est complètement enthousiasmant et énergisant. Mais ça vient en contradiction avec les valeurs d'aujourd'hui où on sait que voilà, il faut construire écologique, mais avec les valeurs défendues aujourd'hui, quel architecte sera capable de nous faire vibrer avec comment dire, des bâtiments, comment dire, avec des bâtiments économiques quelque part. Voilà, c'est aussi parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de moyens que c'est aussi extraordinaire. Après aussi un peu dépassé dans le sens où c'est vraiment quand même un bâtiment à la gloire de Maya Hoffman. Bon là, alors après, ça concerne plus les collections, mais il y a quand même certains moments, on a l'impression que voilà, qu'elle est contente de nous faire visiter sa chambre et sa collection de poupées et qu'elle a des jolies poupées. Voilà, donc ça, je trouve que c'est un peu problématique. Plus aussi ce que ça a créé dans la ville. On va voir si c'est vraiment dépassé. Isabelle, Moi, je tu ne suis. veux pas nous faire le coup de l'anachronisme. Ah non, moi, tout me choque dans ce bâtiment, à commencer par sa disgrâce. J'ai vu un des premiers projets qui, à mon avis, aurait pu être bien une des premières versions. On avait vraiment on était simplement dans les montagnes de pavés d'inox qui s'élevaient et il n'y avait pas encore ces extrusions de béton. Enfin, je ne sais pas ce qui extrude quoi d'ailleurs, mais bon, enfin, il y a cette disgrâce, mais toi, tu disais que c'était en contradiction avec les valeurs de l'époque, mais c'est en contradiction totale avec le discours affiché par Maya Hoffman qui ne parle que d'écologie. Donc, il y a quand même un petit problème dans l'affichage. Mais bon, je ne vais pas parler trop longtemps. Je vais peut-être dire ce qui est, pour moi, je sais pas, on est dans, en fait, Guéry qui fait une sorte d'auto-embaumement. Je trouve que c'est une caricature de lui-même. On est dans les concrétions comme dans ses premières maisons d'une certaine façon, mais avec la débauche que permet l'architecture numérique, avec cette espèce ils appellent ça un drum, là, qui est ce cylindre en verre qui vient encercler le béton et la montagne, qui à mon avis, j'en suis sûre en fait, n'était pas prévu au départ parce qu'il s'est passé quand même beaucoup de choses. Le projet, il a été déplacé à cause d'une décision de la commission des monuments historiques parce que il venait polluer visuellement la nécropole des Aliscamps juste à côté. Maya Hoffman a changé à peu près 15 fois son programme et donc le bâtiment a dû être changé en conséquence. Et le problème aussi se retrouve à l'intérieur où on a des espaces qui ont très peu de sens. Finalement, les meilleurs espaces, c'est les toutes petites salles du sous-sol où on voit des expositions et on comprend ce qu'on voit. Le reste, on ne sait pas bien à quoi ça sert. Et par ailleurs, il y a ce côté espace dédié. En fait, il y a l'espace de la même manière que Guéry fait un peu une sorte de best-of de lui-même ou d'auto-mausolée, ou je ne sais pas comment dire, mais on a Pareno qui a sa salle à vie et qui fait aussi un best-of qui met absolument tout ce qu'il a fait, là, ses marquises, c'est un écran où il y a un montage de toutes ces vidéos qui a vocation à être enrichi au fil du temps de toutes les vidéos qu'il va faire dans l'avenir. On a Pierre Huyghe qui est plus loin dans les anciens locaux industriels qui sont très beaux par ailleurs. L'endroit est très beau, mais lui aussi, il se recycle. Il y a quelque chose qui est totalement
angoissant et même flippant dans ce côté best-of des meilleures signatures du monde. On retrouve d'ailleurs la sculpture en cire de Urs Fischer qui était à la Fondation Pinault. Bon, enfin bref, voilà. Philippe. Bon, alors, évidemment, moi, je suis assez convaincu de cette histoire que si le bâtiment est bon, on est bon. Et moi, je pense que le bâtiment, il est bon parce qu'il y a plein de choses à dire sur ce bâtiment et plein de choses intéressantes. D'abord, je trouve qu'il faut être quand même singulier. Et c'est pas du tout une attaque ad hominem, mais je trouve qu'il faut quand même être blasé pour pas lui trouver quand même des qualités parce qu'il a quand même une puissance. Et il faut dire une chose, c'est que... Je suis pas blasé. Oui, d'accord, non, mais encore une fois, c'est pas direct, mais il faut rappeler une chose, c'est que Arles, c'est une ville qui a toujours détesté tout ce qu'on lui a apporté, et tout est venu de l'extérieur, et finalement, c'est une ville qui a accepté ce qui venait de l'extérieur. Mais ça commence toujours comme ça. Mais il est vrai qu'il y a plusieurs niveaux de discussion. On peut discuter esthétique, on peut trouver, moi aussi, je trouve que les parties de béton, elles sont pas très bien raccord avec le reste. C'est un bâtiment qui a été pensé avant les attentats. Donc le système du tambour totalement vitré, aujourd'hui, il pose des tas de problèmes parce que c'était pas du tout pensable qu'il faille le protéger comme on doit le protéger aujourd'hui. Donc ça, c'est vrai qu'il y a une question technique, disons, de cet ordre-là. Il y a des questions éthiques. C'est vrai que Maya Hoffman, d'un seul coup, est arrivée comme une espèce de... C'est le troisième larron après Pinault et Arnaud. Voilà, une troisième fortune gigantesque qui vient et qui à Arles a acheté des hôtels, des restaurants. Donc là, on a vraiment... et là, c'est disons une critique éthique, mais c'est encore un autre niveau de discussion. Moi, je trouve que le bâtiment, quand on est dedans, je trouve que quand même, il fonctionne bien. Je trouve qu'il est même très, très captivant. Je trouve que les échelles sont réussies. Je trouve que l'intégration d'un certain nombre d'œuvres d'art fonctionne extrêmement bien. En revanche, alors, à l'inverse de ce que tu penses, Isabelle, moi, je trouve que les salles sont très basses de plafond, les salles d'exposition, et que ça, c'est pas terrible. Je trouve que, pour moi, le point faible, il est vraiment là. Hein. Mais par ailleurs encore, je trouve que l'intervention de Basmet est tellement remarquable. Je trouve que si on se souvient quand même de ce désert que c'était, il a réussi à unifier la totalité du projet, et on voit très bien que le projet, ce n'est pas seulement le bâtiment de Guéry, c'est tout le reste aussi. Et en ce sens, je trouve que quand même, là, on a quelque chose on a un outil esthétique de travail absolument tout à fait captivant, quoi. Richard. Non, moi je suis tout à fait d'accord avec toi et je pense que ce site-là, à la fois le jardin, l'intervention de Basmet et puis celle de Guéry, il faut la voir sous l'angle du processus. Voilà. Un processus qui s'emballe, qui devient fou, quoi. Et donc, ce qui est fascinant dans le jardin de Basmet, quand il explique, c'est qu'il dit, voilà, hein, donc... il faut savoir que donc, le terrain actuel, il a été creusé par les ingénieurs de la SNCF quand ils ont établi la voie ferrée. Ils devaient mettre des hangars et donc ils ont creusé le terrain pour mettre ce terrain au niveau de la voie ferrée. Et ce faisant, ils ont complètement détruit, bousillé, pété un cimetière antique, le cimetière des Alicants. Voilà, ça il faut le savoir. Voilà. Et donc ils ont mis la roche à nu. Et donc il n'y avait même plus un brin d'herbe. Et donc Basmet est arrivé et puis il a dit à Maya Hoffman, écoutez, moi c'est très simple, je vais accélérer le processus de la nature. C'est-à-dire que je vais faire comme si le Mistral soufflait 10 fois plus fort. Il va ramener des tas d'alluvions, des tas de terre végétale. Et toute cette terre végétale, elle va venir se bloquer comme ça contre les murs. Et c'est comme ça qu'il a donc, si vous voulez, fait une pente qui va jusqu'au mur. Et donc on voit ensuite, alors non seulement c'est végétalisé, mais après on voit derrière ce mur les arbres qui suivent un canal dont j'ai oublié le nom. Et donc ça donne voilà, au paysage une profondeur totalement démente. Voilà. Donc ça, il faut bien voir ça. Bon, et Guéry, c'est pareil. Voilà, il fait ce qu'il a toujours fait, voilà, c'est-à-dire qu'il prend des objets, des choses. Donc quand il a fait sa maison à Santa Monica, il a pris des cajots, il a pris des grillages à poulet, et puis il a fabriqué quelque chose. Et là, maintenant il a plus de moyens, bien sûr. Et ça, il faut réfléchir à ça. Je crois qu'on en avait parlé un tout petit peu quand on a parlé de la Caton Vassal. Voilà, quand on arrive à une certaine notoriété, tu ne peux pas faire un projet à 10 000 euros. Non, c'est pas ça. Il faut qu'il coûte 100 millions, 1000 millions. Tu vois. Et donc, lui, il est là-dedans, il est complètement là-dedans. Et donc, plutôt que de prendre du grillage à lapin,
Donc, il a pris des caissons en acier qui sont fabriqués en Ukraine et qui viennent en camion. Après, les coques. C'est un dispositif hyper complexe, hyper construit, hein, parce que toute la partie métallique, donc, elle a une structure tridimensionnée. Ensuite, elle est recouverte de coques d'acier. Bien sûr, l'acier, il n'est pas fabriqué en France, il est fabriqué en Iran. Et ensuite, on vient mettre ces caissons en Ukraine. Et puis après, effectivement, il y a ce dont parlait Philippe. Donc, toute la partie béton, il voulait la recouvrir de pierre, mais comme ça correspondait, la pierre qu'il pouvait extraire sur les carrières, elle ne pouvait pas avoir le format de son dessin. Donc, il a décidé d'aller prendre l'empreinte de la carrière pour faire des pierres en béton. Enfin, voilà, hein, des grandes plaques en béton imitant la pierre. Voilà, il y a un côté complètement délirant. Et après, comme le disait Sophie, je suis tout à fait d'accord, il y a aussi la réception. C'est-à-dire que non seulement, voilà, c'est un projet, disons, d'un excès total, voilà, parce que ça concerne pratiquement l'Ukraine, l'Iran, je ne sais pas quoi, pour le fabriquer, mais en plus, effectivement, tu y vois ce que tu veux, putain. Voilà, hein, un journaliste qui n'est pas très cultivé, il peut en voir, je sais pas, une cascade de béton, un autre, il peut voir Borromini, un autre, il peut voir une tour de l'Olorin, tu vois ce que tu veux. Et ça s'appelle la parallélie, voilà. Et quelque part, je pense que cette question-là, de la parallélie, c'est-à-dire que, c'est ce que disait Léonard de Vinci, il demandait à ses élèves, par exemple, de regarder les nuages jusqu'à ce qu'ils voient des combats, des lapides et des centaures, ou des vierges en extase. Et donc là, c'est la même chose. Voilà, Et toi, tu parlais de forme en architecture. La forme en architecture, c'est pas faire un bâtiment qui ressemble à ça, quoi. Non, tu vois, c'est faire une forme qui ne renvoie à rien, hein, et qui justement qui met en crise le système de perception, parce que tu la vois et tu sais pas ce que c'est. Et c'est ça peut-être. Tu vois, peut-être s'il y a une esthétique architecturale, c'est peut-être celle-là. Hein, c'est le spectateur qui est complètement perdu parce que son cerveau tourne à vide et puis il n'arrive pas à identifier ce qu'il voit. En tout cas, qu'on aime ou qu'on n'aime pas cette architecture, dont aucun dirait que ce n'est qu'une sculpture, ce qui n'est pas vrai, parce qu'elle est vraiment, je trouve au contraire, très complexe à l'intérieur. C'est précisément, tu parles de climat, c'est qui va prendre tous les ciels changeants, y compris quand il fait gris et tout. Et là, il y a des vibrations incontestables. On ne peut pas nier ça quand même. Le coup de pinceau Van Gogh, qui est censé être représenté. Oui. Alors voilà, mais enfin ça c'est quand même, les références, elles sont multiples, effectivement, elles sont assumées. Enfin bon, moi je veux bien être une journaliste peut-être pas très cultivée, mais enfin quand il parle de Van Gogh, ah bon j'espère. Mais je veux dire des références, elles sont citées, elles sont quand même aberrantes. Enfin parler de Van Gogh, enfin je veux bien, mais on peut parler effectivement de tout et de n'importe quoi. Moi je suis d'accord, ça peut accrocher tout ce bâtiment. Mais après c'est surtout à quoi il sert à l'intérieur. Les espaces à l'intérieur sont quand même pas non plus très. Van Gogh, c'est pas du tout aberrant. Il y a un espace Van Gogh à Arles. Enfin il y a des. Non, mais je sais, mais moi je vois pas du Van Gogh. Enfin, c'est un peu. Tu ne vois pas, mais il y a des tas de gens qui le voient. Qui voient du Van Gogh dans ce bâtiment. Ah, tant mieux pour eux. Bah, c'est aussi parce que c'est écrit dans le dossier de presse. Il y a un effet Van Gogh, donc c'est indiscutable. On a l'impression que c'est indiscutable. C'est le coup de pinceau de Bertrand Lavier, de tous les tableaux qu'il a fait, qui sont d'ailleurs exposés chez Pinault. Si, bien sûr. Non, mais je pense juste que c'est discutable. Mais ok. Bon. On peut ajouter quelque chose ou pas, rapidement? Bien sûr, oui. bien sûr, mais... Non, moi ce que je trouve quand même incroyable, très très court, ce que je trouve incroyable chez Guéry, c'est quand même sa capacité à se renouveler. Donc la critique, c'est souvent c'est du Guéry, mais c'est pas vrai. Donc dans le parc de Boulogne, il a retravaillé sur des grands voiles courbes, mais il les a fait en verre. Là, il a travaillé sur des caissettes, donc ça lui donne cette espèce de, ça met son comment dire, ça magnifie le travail sur la lumière, ça met le bâtiment en mouvement. À chaque fois, il trouve quand même des solutions techniques et plastiques et des effets complètement différents. Et ça, je trouve que c'est vraiment incroyable chez Guéry. Eh bien, je crois qu'on va se quitter là-dessus parce que, de toute façon, je sais que c'était un bâtiment clivant, hein, c'est sûr, celui-là. On ne peut pas ajouter juste une chose. Mais voilà, on va laisser la conclusion à Philippe Tretiak. Revenir sur ce que tu disais, Richard, sur le fait. Il faut quand même se méfier aussi de l'idée que d'une architecture, c'est ce qui met en péril la vision de la personne qui, tu vois, parce que quand même, il faut aussi que l'architecture, ça rassure, ça fasse du bien. C'est pas seulement un lieu où tu es déstabilisé, perdu. Sinon, là, on
rentre dans quelque chose d'extrêmement, vraiment très, très, très élitiste, quoi. Non, mais écoute, je vais juste te répondre en te disant ce qu'une amie, donc Chris Younes, m'a dit cette semaine. Elle m'a dit, l'architecture, c'est toujours plus grand que toi. Voilà, ça c'est la leçon d'aujourd'hui. Chris Younes. Bien, on va se Très quitter sur ces mots. Merci à tous et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous critique dans 2 mois où nous ferons justement là encore le tour des derniers bâtiments. Je voudrais remercier Christine Carboni, Martine Colombet et Lucia Vermorel qui m'aident à chaque fois à monter tout ce programme. Voilà, merci à tous pour votre fidélité. À très bientôt.